Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours BG1 qui traite des enveloppes externes fluides de la Terre, à savoir l'atmosphère et l'hydrosphère. Ce cours complète donc le cours G1 qui lui focalisait sur les enveloppes de la Terre solides, les enveloppes internes, comme par exemple croûte, manteau ou noyau. Alors avant de commencer, on va déjà pouvoir définir les termes du sujet. Alors qu'est-ce que l'atmosphère de la Terre? L'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la planète Terre. Alors il faut savoir qu'en plus de cette enveloppe gazeuse constituée de gaz, il y a aussi dans l'atmosphère des petites particules solides ou liquides en suspension qui font moins de 1 micromètre en gros, comme des cendres, des grains de poussière, des grains de pollen, etc. C'est ce qu'on appelle des aérosols. Alors quand je regarde maintenant la chimie globale de l'atmosphère, je me rends compte que l'essentiel de l'atmosphère est constitué de diazote, c'est à peu près, c'est plus de 75%, 78%, du dioxygène, 21%, c'était les valeurs qu'on avait vues dans le cours sur la respiration, et d'autres gaz, 1%. Alors parmi ces autres gaz que l'on voit ici, il y a notamment les gaz à effet de serre, dont le CO2. Le CO2, c'est 0,04% à peu près. Alors pour s'affranchir des 0,0 quelque chose pour cent, on change souvent d'unité. On parle de parties par million. Donc il y a 400 ppm parties par million de CO2. Il y a aussi l'ozone, on peut le noter, qui est important puisque c'est celui qui permet de stopper les UV nocifs qui proviennent du Soleil et qui permet donc l'installation de la vie sur Terre. Il faut savoir autre chose, c'est qu'il y a aussi de l'eau dans l'atmosphère, c'est marqué ici. Par contre, cette eau est en quantité variable. Elle varie de quasi 0 à 4% pour les masses d'air qui sont assez saturées. Ça, on ne le met jamais là-dedans. On ne le met jamais dans ce camembert parce que sinon, les quantités ici, elles changeraient. Elles changeraient. Si j'ai 0% d'eau, j'aurais bien ces pourcentages. Et si j'ai 4% d'eau, ces pourcentages, en relatif, ils diminueraient un petit peu. Donc par convention, on met tout le temps le camembert qui est ici et on rajoute en plus la quantité d'eau. Alors justement, maintenant regardons un petit peu ces pourcentages. Comment on peut expliquer les concentrations que l'on a actuellement dans l'atmosphère? Alors pour ceci, il faut comprendre que déjà l'atmosphère que l'on a actuellement, ce n'est pas l'atmosphère primitive. L'atmosphère primitive, c'est qu'il y a eu au tout début, en fait, elle est déjà partie, ça fait belle lurette, quand la Terre, elle était trop chaude, elle n'était pas assez dense, la Terre, et du coup, tous les gaz de l'atmosphère, en fait, ils bougeaient trop vite, ils n'ont pas été retenus par la gravité, ils sont partis. Ensuite, il y a eu l'atmosphère secondaire, qui, elle, s'est formée très très rapidement, entre 4 et 3,8 milliards d'années à peu près, qui provenait du volcanisme essentiellement, et un petit peu d'apport extraterrestre. Ça, c'est l'atmosphère que l'on trouve par exemple actuellement sur Vénus. Alors quand on regarde Vénus et quand on regarde la Terre, c'est pas la même chose. Sur Vénus, il y a beaucoup d'H2O, beaucoup de CO2. Nous, c'est surtout du azote et du dioxygène. Alors comment on peut expliquer ceci? C'est assez simple. Déjà sur Terre, un petit peu avant 4 milliards d'années, il y a eu donc précipitation de l'eau, il y a eu les pluies en fait, et H2O donc s'est retrouvé dans l'hydrosphère. Donc ça explique pourquoi dans l'atmosphère, la quantité d'H2O est plus faible que ce qu'on attend théoriquement. Le CO2, il y en a bien moins aussi. Alors pourquoi? Ça c'est en lien tout à fait avec la formation des océans et de l'hydrosphère justement. Puisqu'en fait, quand le CO2, il y a un équilibre qui se fait, et donc le CO2 qui est dans l'atmosphère peut se dissoudre sous forme notamment de HCO3- et se retrouver dans les océans. Et en plus, ce CO2 sous forme HCO3- peut aussi précipiter dans les océans sous forme de CaCO3. Quand vous verrez l'année prochaine le cycle de l'azote, vous verrez que les stocks dans l'océan et dans les sédiments carbonatés de carbone sont bien plus grands que les stocks de carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Donc ça explique pourquoi le CO2, il est petit. Et puis, le diazote, pourquoi il est grand? Si j'enlève tout, il reste finalement le diazote. Il y en a aussi sur Vénus. Par contre, il y en a moins que 78%. Mais là, comme j'enlève tout le reste, le diazote, finalement, maintenant, il reste plus que lui. En gros, c'est ça. Et le dioxygène, alors lui, c'est une particularité de la Terre. Il n'y en a pas, quasi pas sur Vénus. Le dioxygène, lui, c'est quoi? C'est la photosynthèse en fait. C'est suite à l'apparition des êtres vivants et la forte augmentation de dioxygène d'abord dans les océans puis ensuite dans l'atmosphère par équilibre chimique qui fait que à partir de 2,5 milliards d'années en gros c'est la limite entre l'archéen et le protérozoïque, il y a une grande accumulation de dioxygène que l'on retrouve actuellement dans l'atmosphère. Alors comment on va manipuler des pressions qu'on va faire l'atmosphère? Il faut que je fasse ici un petit rappel sur la pression et les unités utilisées. Alors l'unité de la pression c'est des newtons par mètre carré, mais nous on va surtout utiliser donc des kilopascales, ou des bars ou des atmosphères, donc il y a plein d'unités, c'est un petit peu pénible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que dans de l'air, il y a par exemple 21% de dioxygène? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un volume d'air ici avec 10 molécules d'air, je vais pas prendre 21, je vais prendre 20% pour que ça corresponde, j'en ai dessiné 10 ici, donc je vais trouver donc 20% des molécules qui sont de l'O2, en orange ici. C'est synonyme de dire que, si artificiellement je les sépare, j'ai 20% de mon volume, j'ai 20 ml sur 100 ml d'air, ou j'ai 200 ml sur 1 litre d'air. C'est l'unité qu'on fait des millilitres par litre comme on avait fait en biologie. C'est la même chose ici. Ça, c'est en pourcentage volumique si on veut. Et je peux aussi traduire, ça c'est plus intéressant, je peux traduire ça en mol par litre ou en grammes par litre. Alors comment je fais? En fait, il faut que j'ai le volume molaire.
de l'air. Par exemple, à 0 degré à la pression atmosphérique classique d'une atmosphère, les physiciens me disent qu'une mole d'air s'occupe 22,4 litres. Et donc je peux, par des règles de 3, en déduire les correspondances en grammes par litre ou en mol par litre pour la quantité d'O2. Donc on peut le faire, ça si on veut. Là je l'ai fait ici. Donc là j'ai pris de l'air à 21% du dioxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression, si ma pression c'est une atmosphère, c'est donc 100 kPa, que la pression partielle d'O2 c'est donc 21% de ça, donc c'est 21 kPa, comme on avait fait dans le cours de biologie. Ça veut dire que donc la quantité d'O2 c'est 210 ml par litre. 21% d'un litre, ça fait 210 millilitres. Et si je veux traduire ça avec des moles ou des grammes, je peux, donc je vais le faire en moles. Là, j'ai fait ma règle de 3. Donc j'ai combien j'ai de moles dans un litre d'air. Et connaissant combien pèse une mole de dioxygène, 32 grammes, et je peux aussi par une règle de 3 trouver combien j'ai de grammes de dioxygène par litre d'air. Donc tout ça, c'est des unités différentes, mais ça me permet donc de passer de l'une à l'autre. Ensuite, on va donc parler, toujours dans l'introduction, deuxième définition, on va parler de l'hydrosphère. Alors qu'est-ce que c'est que l'hydrosphère? L'hydrosphère, c'est le liquide que l'on trouve en surface de la Terre. Ça correspond essentiellement à l'eau salée des océans. C'est pour ça que nous, dans le titre, on parle d'océan ou d'hydrosphère, on fait un petit abus de langage. En fait, on va surtout s'intéresser à l'océan, c'est vrai. L'hydrosphère, c'est tout ceci. Donc l'eau douce, finalement, c'est très très peu. Et quand je vais chercher l'eau douce, moi, pour information, je me rends compte que l'essentiel de l'eau douce se trouve dans la glace, la neige et les eaux souterraines. Ce que l'on voit au niveau des rivières, par exemple, ou des lacs, c'est vraiment ridicule. On aura besoin d'une chose, c'est que dans les océans, l'eau, elle est salée, et que la salinité, tout confondu, pas seulement Na+, Cl-, tout confondu, c'est à peu près 35 grammes par litre. Maintenant qu'on a fait cette introduction, on peut dire ce que l'on va faire. Donc on va faire deux choses. La première chose, c'est notre grand 1, c'est traiter donc de la structure de ces enveloppes qui s'appellent l'atmosphère et l'hydrosphère. On va faire l'océan en fait. Et puis dans une deuxième partie, on va parler donc du dynamisme de l'hydrosphère et de l'atmosphère. On va donc observer ce dynamisme, le constater, on va expliquer quelles sont les origines de ce dynamisme et on va en voir aussi quelles en sont les conséquences. Alors commençons ici par l'atmosphère. Donc déjà, l'atmosphère, on peut montrer qu'elle est structurée verticalement. Alors comment on étudie l'atmosphère? On a plusieurs méthodes d'étude. On a des mesures directes par des stations météo en surface, par des ballons sondes, comme on le voit ici, par des avions météorologiques. On peut faire des mesures indirectes aussi, par des satellites, qui peuvent par exemple avoir accès à la couverture nuageuse ou à des températures de surface ou à la teneur en certains gaz. Alors l'atmosphère peut être décrite physiquement par trois paramètres, qui sont sa température, sa pression et sa masse volumique, ou sa densité, qui varie selon l'altitude. Alors effectivement, quand je regarde la pression, alors c'est quoi la pression? Donc moi je me mets à un endroit par exemple ici, c'est toute la colonne qui appuie à cet endroit-là. Si je me mets plus bas, j'ai une colonne plus importante. Il est logique de considérer, et c'est ce qu'on observe effectivement, que la pression diminue avec l'altitude. La pression elle est très forte ici, une atmosphère, et plus je monte, plus la pression elle est petite. On peut calculer, on peut montrer que ça suit une courbe exponentielle de la pression. En fait, ça c'est en lien avec le cours de physique. Vous utilisez dP égale moins ρg des Z, vous utilisez PV égale nRT, vous mettez le V ici, donc N sur V c'est à peu près proportionnel à ρ, et en mettant là-dedans et en faisant une intégration en ayant des hypothèses sur T, donc si on prend T égale constant, on peut facilement intégrer, sinon c'est un petit peu plus difficile, mais quoi qu'il arrive, on arrive dans le cours de physique à montrer donc que la pression, elle diminue d'une façon exponentielle avec l'altitude. Et la densité, elle diminue aussi avec l'altitude. La densité, c'est ce qui est représenté ici. La grande densité, et plus j'avance, plus la densité, elle est petite. Alors quand je regarde ce graphique, ça c'est assez intéressant, finalement on se rend compte de quoi? On se rend compte que à peu près 80% des molécules de l'air sont dans les 10 premiers kilomètres. Et puis 99% se trouvent dans les 30 premiers. Ça veut dire qu'après, il n'y a quasi rien, quoi. Il y en a même qui considèrent que l'atmosphère, on peut l'arrêter à 30 km. Si vraiment on veut les 100% des molécules, l'atmosphère, il faut l'arrêter à un peu plus de 100 km, en fait. Donc, la pression diminue avec l'altitude, la densité diminue avec l'altitude quand je monte. Qu'en est-il de la température? Alors, pour la température, c'est très différent. Ce que l'on voit ici, c'est l'évolution de la température en fonction de l'altitude. Donc c'est pas du tout une courbe décroissante ou croissante, non, ça va varier en fait. Par exemple, dans une première couche qui est ici, la température elle va diminuer. Dans la couche du dessus, elle va augmenter avec l'altitude, diminuer, augmenter. Donc ça nous permet en fait de définir, c'est comme ça qu'ont été définies les différentes couches de l'atmosphère. La première couche où la température diminue en augmentant, c'est la troposphère. Puis ensuite la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Alors nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la troposphère et la stratosphère. C'est là où il y a l'essentiel des molécules, même l'essentiel des molécules est dans la troposphère.
Ici, c'est à peu près moins 50 degrés, hein. On le sait, c'est quand on prend les avions, hein, qui des fois sont au niveau de la tropopause, en fait, un petit peu en dessous souvent, et donc on voit, c'est à peu près moins 50, moins 56 degrés à peu près. La couche d'ozone dont on parle qui nous protège des UV, elle est ici, hein. Alors elle a une épaisseur assez grande, ça correspond malgré tout à très très peu de molécules, puisqu'on a vu tout à l'heure concernant la densité, hein. Donc elle se situe ici. L'ozone de la pollution des grandes villes, c'est pas du tout, alors c'est la même molécule, hein, mais c'est pas du tout la couche d'ozone, elle se situe donc par exemple au niveau des grandes villes, Paris, Lyon, Nantes, etc. Alors commençons, nous, par étudier précisément la troposphère, c'est celle qui va nous intéresser le plus. C'est ce qu'on appelle la couche météo. La troposphère est donc la couche qui est au contact de la surface du globe, qui contient, on a dit tout à l'heure, à peu près 80% des gaz de l'atmosphère, et qui a une température qui décroît avec l'altitude. Alors on avait dit que son épaisseur c'était à peu près 10 km, alors c'est vrai, hein, sachant que comme la Terre tourne, en fait la troposphère elle n'est pas homogène en termes d'épaisseur, elle est plutôt de 8-9 au niveau des pôles et plutôt de 11-12 au niveau de l'équateur. Alors ça peut sembler étonnant que la température soit plus chaude ici que là-haut, sachant que c'est chauffé par le soleil. Bah justement, quand on dit ça, en fait, on fait une petite erreur. En fait, la troposphère, alors bien sûr qu'il y a les rayons du soleil, hein, qui arrivent, hein, qui traversent l'atmosphère et qui chauffent la Terre. Par contre, la troposphère, elle est chauffée par la Terre, elle est chauffée par les infrarouges issus de la Terre. On verra ça quand on fera l'effet de serre tout à l'heure. Et donc, ça explique pourquoi les molécules qui sont au contact de la Terre les plus proches, finalement, sont plus chaudes que celles qui sont au-dessus, quoi. Donc, la température va diminuer. Et donc, chose très importante pour expliquer pourquoi on parle de couche météo, c'est qu'il va y avoir du coup des mouvements d'air. Ça sera très différent de la stratosphère de tout à l'heure, qui sera stratostratifiée. La tropo ça veut dire qui tourne en grec, hein. Donc il y a des mouvements d'air. Alors pourquoi? L'idée elle est très très simple, c'est exactement la même chose que dans le cours qu'on a vu G2, qu'on avait fait les mouvements de convection dans le manteau. L'idée c'est que je prends un petit volume d'air, ce petit volume d'air en le chauffant, il peut se dilater. En se dilatant, du coup, sa densité diminue, hein, puisque j'ai le même nombre de molécules, mais dans un volume qui est plus grand. Et du fait de la poussée d'Archimède, il devient du coup moins dense que ce qui est à côté qui n'est pas chauffé. Et donc, quand lui, il est chauffé, il pourra monter. Donc ça, c'est possible parce qu'il y a convection possible. Le nombre de Rayleigh, si on fait un petit rappel avec le cours G2, il est très très grand ici. Et donc, dès que l'air va être chauffé à un endroit donné, il va pouvoir monter. Ça va expliquer les nombreux mouvements d'air que l'on va pouvoir constater quand on va étudier justement le dynamisme de la troposphère. Autre chose intéressante, c'est que dans cette couche météo, non seulement il y a des mouvements d'air, mais il y a aussi des précipitations. Donc là, on va aller voir un petit peu comment se forment les nuages et quelle est l'idée générale concernant les précipitations. Alors la première chose que l'on peut dire ici, c'est que lorsque un certain volume d'air qui est ici donc monte, en fait, il y a une diminution de pression, son volume va augmenter. Alors ça c'est assez logique, hein. L'air appuie comme ça sur cette particule d'air, et quand on monte la pression diminue, donc ça appuie moins autour, et donc son volume ici augmente. Ça c'est en fait la loi de Laplace que vous verrez en physique chimie, qui nous dit que PV gamma gamma, c'est un coefficient qui est plus grand que 1, c'est une constante. Donc quand P diminue, V en fait va augmenter. Et alors si je remplace PV égale nRT et je fais sauter le P pour mettre un T à l'intérieur, je peux obtenir ceci. Ça me dit quoi ça? Ça me dit que quand mon air donc va monter comme ceci, il va se dilater et donc V va augmenter et comme ça fait une constante, T va diminuer. Donc nous, ce qui nous intéresse finalement, et d'ailleurs on n'a pas besoin de la physique, on peut le retenir tout simplement par logique, hein, c'est que quand l'air il monte, l'air se refroidit. Ça ne veut pas dire qu'il gagne de la chaleur ou qu'il perd de la chaleur, hein. On parle de refroidissement adiabatique. C'est juste d'après la loi physique qui est ici, que vous verrez vous en physique. Donc, on en est ici, quand l'air monte, il se refroidit. En quoi c'est intéressant pour la formation des nuages et les précipitations? Voyons voir ça. Alors l'idée pour bien comprendre ceci, c'est que dans un volume d'air donné, il y a une certaine quantité de vapeur d'eau, représentée ici par les petits points qui sont bleus. Et la quantité d'eau-vapeur maximale que peut contenir ce volume d'air, c'est ce qu'on appelle le taux de vapeur d'eau saturante. Ça veut dire que toute quantité d'eau qui est supérieure à ce taux de vapeur d'eau saturante, obligatoirement, il ne pourra pas être sous forme gaz, il sera sous forme liquide ou solide, quoi. Et c'est quoi ce qui nous intéresse nous? C'est que ce taux, c'est ce qu'on voit dans le tableau ici, il dépend de la température. Et ce taux, il est d'autant plus faible que la température est petite. Par exemple, si je prends par exemple à la pression de 100 kPa que l'on a actuellement où je suis dans ma pièce, quoi, si la température de l'air est de 0 degré, ça me dit que ici, le taux de vapeur d'eau saturante, c'est 6,10 hectopascal. Alors, c'est pas trop parlant, moi je l'ai traduit en grammes par kilo. 1 kg d'air peut contenir que 3,8 grammes d'eau. Par contre, si l'air où je suis actuellement, il fait 20 degrés, il pourra contenir bien plus de grammes
14,9. Et si l'air, je le mets à 30 degrés, il pourra contenir 27,7 grammes d'eau, vapeur, au maximum par kilogramme d'air. Donc c'est ça l'idée, c'est que plus il fait froid, moins on peut mettre d'eau vapeur dans un petit volume d'air en fait. L'humidité, alors c'est quoi ce qu'on appelle l'humidité relative? L'humidité relative, imaginons, regarde, on va prendre cet exemple. Imaginons que là, c'est mon petit volume d'air, hein, il est à 20 degrés, donc je suis là à 20 degrés. Donc vous avez vu que la pression d'eau saturante, c'est 23,4 hectopascal. Donc si moi, là-dedans, j'ai une pression de vapeur d'eau saturante de 12 hectopascal, ça veut dire, 12 c'est la moitié de 23,4, hein, ça veut dire que j'ai mis 50% d'eau vapeur que je pouvais mettre au maximum, quoi. Donc l'humidité relative, c'est ça, c'est ce 12 divisé par 23,4. Donc là, je peux encore mettre de l'eau vapeur, hein, c'est bon, sans problème. Et donc là justement, qu'est-ce qui va se passer finalement? Eh bien, il va se passer. Comment on fait pour qu'il pleuve? Comment on fait pour faire des nuages? Les nuages, c'est de l'eau liquide, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de l'eau gazeuse, hein, c'est de l'eau liquide. Donc c'est de l'eau gaz qui s'est transformée en eau liquide. Comment on peut faire pour faire ça? Première possibilité, c'est ce qui va se passer quand on va faire les nuages, baisse de température. Imaginons que cette masse d'air de 20 degrés, avec ces petites molécules d'eau gaz, et maintenant elle fasse 5 degrés. C'est quoi la pression partielle à 5 degrés? C'est 8,72. Moi j'étais à 12 ici. Ça veut dire que sur les 12 petites molécules qui sont ici, 72, on n'a qu'à dire que c'est 9, hein, j'en ai 9 qui peuvent rester sous forme vapeur, et j'en ai 3 qui vont passer sous forme liquide. Là, je forme un nuage avec une humidité relative de 100%. Ça, c'est une première possibilité. C'est ce qui va se passer, hein. Dès que l'air va monter, il va se refroidir. Dès qu'il se refroidir, il va pouvoir condenser et faire des nuages. Il y a une autre possibilité, c'est ce qu'on a quand on prend notre bain, par exemple, dans la salle de bain, hein. Dans la salle de bain, imaginons qu'on reste à 20 degrés. Par contre, donc il y avait de l'eau vapeur, et nous on met de l'eau vapeur, hein, qui vient du bain suite à l'évaporation. Donc on va saturer en fait, et on peut obtenir par exemple une pression de vapeur d'eau de 24 hectopascal ici, à eau saturante. Et donc le surplus, finalement le surplus, c'est les petites croix qui sont ici, c'est de l'eau qui est sous forme liquide. Donc nous, ce qu'on retient, si on veut s'affranchir de tout ceci, c'est quoi? C'est que quand l'air monte, il se refroidit, et donc l'eau vapeur tend à donner de l'eau liquide. Alors ceci explique tout à fait pourquoi les nuages se forment aux endroits notamment où l'air est en train de monter. Alors un nuage, je rappelle, hein, c'est quoi un nuage? C'est de l'eau liquide, c'est pas de l'eau gazeuse, hein, qui est sous forme de mini-gouttes en suspension, hein, tellement diamètre à peu près 1 micromètre, hein, tellement petit qu'en fait ça ne tombe pas, hein, par gravité. Par contre, si les gouttes se rencontrent, effectivement, ce soude et grossissent pour faire des gouttes de à peu près 1 mm, le poids là sera suffisant pour faire des précipitations. Alors revenons au nuage. Donc quand l'air est en train de monter, l'air qui est ici, qui a une certaine humidité relative, une certaine quantité d'eau sous forme vapeur, quand cet air monte, il refroidit. En refroidissant, son humidité relative va augmenter fortement jusqu'à atteindre 100%, et dans ce cas, il y aura condensation, et donc formation d'eau liquide, formation de nuages. Alors, quand ça se fait sur une grande hauteur comme ça, donc le nuage peut bien se former, des fois ça monte et puis ça stagne. Et dans ce cas, c'est bloquer l'ascension, et ça nous fait des nuages qui ont des formes différentes. Bon, là, c'est pas du tout l'objectif de ce cours de toute façon. Alors, quand c'est qu'on rencontre des endroits où l'air peut monter, il y a plusieurs types d'endroits, hein. Là, je vais pas tous les faire. Je vais faire par exemple celui-ci. Imaginons que là, j'ai une île. Là, j'ai de l'eau à côté. Donc, il y a le soleil qui tape beaucoup. Là, l'eau qui est ici va chauffer un petit peu parce que la capacité thermique de l'eau, elle est très élevée. On avait vu ça quand on avait fait le cours sur l'eau en biologie. Là, par contre, la même quantité d'énergie qui arrive va bien plus chauffer la Terre. Donc là, il fait bien plus chaud qu'au niveau de l'eau. Donc l'atmosphère qui est ici devient bien plus chaude qu'à côté. Et comme l'atmosphère ici, elle est chaude, elle va pouvoir finalement, l'eau qui est ici, donc va se dilater, sa densité va diminuer, et donc il va avoir une ascension. Et donc cet air-là qui va monter, c'est l'air qui est ici, qui peut donc former des nuages pile au-dessus de l'île dans cet exemple-là. Passons maintenant à la stratosphère. Alors, la stratosphère, c'est très différent. La stratosphère, d'après son nom, hein, stratifié, là, c'est calme, c'est très calme. C'est pas du tout comme la couche météo. Alors, comment on peut expliquer l'origine de l'augmentation de la température quand on va en direction du haut de la stratosphère? Ça s'explique très bien avec les molécules d'ozone. L'ozone qui est situé en haut de la stratosphère, on l'a vu tout à l'heure. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? L'ozone déjà se forme en haut de la stratosphère, se forme grâce à l'action des UV, hein, sur O2, ce qui permet de former O3. Alors attention, la réaction bien sûr n'est pas équilibrée ici. Quand on fait ça, on fait confiance, les physiciens nous disent que ça libère de la chaleur. Et en plus, cette molécule d'ozone, maintenant, peut absorber les UV
échauffer. Finalement, cette libération de chaleur et cet échauffement des molécules sont responsables de l'augmentation de la température plutôt au haut de la stratosphère. Finalement, on a donc vu que dans l'atmosphère, il y avait plusieurs couches. La troposphère, qui est la couche au contact de la surface du globe, qui est instable avec les mouvements d'air et la formation des nuages. La stratosphère, qui est au contraire caractérisée par une très grande stabilité. La mésosphère et la thermosphère, que je ne vais pas aborder parce qu'elles ne nous sont pas demandées par le programme. Je vais maintenant passer à l'hydrosphère, composée principalement des océans, qui eux sont stratifiés verticalement. Avant de commencer, on peut dire un petit mot sur la méthodologie, comment les scientifiques font pour étudier l'hydrosphère. Alors ils peuvent utiliser des mesures directes via des bouées, des sondes, des flotteurs. Ça permet d'avoir des données sur la surface et des données aussi en profondeur. Là on voit ici par exemple le système Argo. On a donc des flotteurs qui dérivent et qui mesurent chaque fois donc au cours de leur dérive qui se fait sur plusieurs jours différents paramètres comme la température, comme la vitesse du courant, comme la salinité, etc. et qui transmettent ensuite les données au satellite. Là, on a une station de mouillage, par exemple, qui à la verticale, donc d'un point particulier, est capable de mesurer via des capteurs qui peuvent se déplacer comme ceci différents paramètres. Donc il y a plein de méthodes directes comme ça. Il y a des méthodes qui sont indirectes via les satellites. Alors par exemple pour mesurer des teneurs en chlorophylle ou pour par exemple mesurer des températures de surface, ça se fait bien. Là on le voit ici. Là en fait on mesure tout simplement, c'est assez simple, on mesure les longueurs d'onde qui sont émises. Les longueurs d'onde, elles dépendent de la température en fait. Donc plus il fait chaud, plus la longueur d'onde qui est émise est différente de quand il fait froid. Et avec un code de couleur, le scientifique il peut traduire ceci par des températures. Et donc là on voit une remontée d'une masse d'eau qui est assez chaude. C'est le Gulf Stream ici, là c'est la Floride qui remonte. Et là c'est de l'eau froide qui descend de ce côté-là. Donc méthodologie, c'était un petit mot pour savoir comment on fait pour étudier. Alors quels sont les résultats qui sont obtenus ? Les résultats, c'est qu'il y a une structuration verticale, effectivement, alors moyenne, vraiment moyenne, parce qu'on verra sur certaines figures que ce qu'on dit ne s'applique pas, mais en moyenne, il y a une structuration verticale selon la profondeur. Alors la température, on constate qu'elle diminue avec la profondeur, c'est logique, elle est chauffée par le haut via le soleil, et il y a une très mauvaise conduction en fait de l'eau. Donc dans la couche ici, couche de mélange, la couche de mélange, c'est la couche qui est chaude, c'est celle qui est couplée avec les mouvements de surface où l'eau est brassée, notamment avec le couplage avec le vent. La thermocline, c'est où la température elle diminue fortement. Et ensuite, la couche profonde, là la température elle est assez stable et assez homogène, aux alentours de 4 degrés. En moyenne, la salinité, elle suit un petit peu l'opposé. Donc, forte salinité en profondeur et faible salinité en surface. Attention, en moyenne, voire plus tard. Et la densité, la densité, c'est tout à fait logique, puisque en surface, il y a un petit peu moins de sel, un petit peu plus chaud, donc la densité, elle est faible. Et quand je vais en profondeur, il y a plus de sel, donc plus de matière en plus de l'eau, qui va alourdir le petit volume. En plus, il fait froid, donc le volume, quand il fait froid, il est condensé, et donc la densité est forte. Donc la densité, elle est forte en profondeur. Et là, ce que l'on voit, c'est que, effectivement, avec la courbe de la densité, c'est qu'il n'y a aucune raison, quand on voit ça, qu'il y ait des mouvements dans l'océan, puisqu'on voit que les eaux qui sont denses, qui sont froides, elles sont au fond. Et donc c'est bien plus stable que ce qu'on a pu observer dans la troposphère qui est située juste au-dessus. Ce qu'on vient de voir concerne donc des moyennes. Dans le détail, on peut montrer qu'il existe des variations latitudinales de la stratification océanique. Alors notamment quand on regarde la température, alors ça c'est très simple à comprendre, au niveau de l'équateur, on reçoit bien plus d'énergie lumineuse qu'au niveau des pôles. Du coup, la température en surface va être bien plus chaude au niveau de l'équateur, c'est ce qu'on voit ici sur la courbe rouge, qu'au niveau des pôles. Et donc moi ce que j'avais fait tout à l'heure, en gros c'était la courbe rouge, mais si je me place au niveau des pôles, ça ne marche plus mon histoire de thermocline, puisqu'au niveau des pôles, la température en surface et la température en profondeur, grossièrement, c'est la même chose. Il n'y a pas de stratification thermique comme on pouvait le voir sur ma figure précédente, ou comme on peut le voir ici au niveau de l'équateur ou des tropiques. Concernant la salinité, c'est pareil, il y a des variations, alors en surface et en profondeur. Effectivement, en surface, il y a des variations qu'on peut très bien expliquer de deux façons. La première chose, ça va concerner donc la balance évaporation-précipitation, les endroits où effectivement l'évaporation l'emporte sur la précipitation au niveau des tropiques. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui s'évapore, c'est de l'eau qui est pure. Du coup, le sel reste et du coup, la salinité, elle est bien plus grande qu'aux endroits où il pleut beaucoup. Ça, c'est une première possibilité pour expliquer ces variations de salinité des eaux en surface. On peut aussi, comme autre paramètre, parler de l'apport en eau continentale. Par exemple, au niveau de l'Amazone ou des fleuves qui apportent beaucoup d'eau
continentale, donc qui est peu salée, et ben on se rend compte qu'effectivement l'eau, elle est moins salée ici au niveau de l'embouchure qu'à côté dans cet exemple ici. Donc la salinité, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est en surface, et quand on va en profondeur, en fait, les différences que l'on voit en surface, elles tendent totalement à s'estomper. C'est ce qu'on peut voir ici sur cette coupe qui représente une coupe nord-sud dans l'océan Atlantique. Alors en surface, on a des différences de salinité assez importantes. On a du 36,5 en maximum, on a du 34,2 en minimum. Et quand on est en profondeur, vous avez vu 34,9, 34,8, 34,8 quoi. Donc ça s'estompe effectivement, mais malgré tout, et là c'est intéressant, alors là ils ont mis des couleurs, du coup on le voit carrément mieux que s'il n'y avait pas de couleur, on arrive comme ça à suivre des déplacements. Par exemple, cette masse d'eau qui est salée ici, qui va en profondeur, eh ben, on la retrouve ici. Là, c'est un petit peu plus salé que ici et que ici. Ça, c'est une façon que l'on aura dans le grand 2, quand on étudiera donc la méthodologie pour suivre le déplacement des masses d'eau dans l'océan. Donc, c'est une façon que l'on a donc pour suivre, selon la salinité, c'est un marqueur ici, pour suivre les eaux profondes. Concernant la salinité, on peut enfin noter une dernière chose, c'est qu'il y a des particularités locales qui sont possibles. Par exemple, au niveau de l'océan Atlantique du détroit de Gibraltar, on constate que la salinité, elle évolue comme ceci, comme la courbe qui est jaune ici. Ça veut dire que quand on va en profondeur, donc la salinité diminue, puis ensuite là, il y a un pic à cet endroit-là. Et ça s'interprète très bien comme une arrivée d'eau salée en provenance de la Méditerranée. La Méditerranée, elle a une évaporation qui est très forte par rapport aux précipitations. Elle est plus salée que l'océan Atlantique. Elle se déverse dans l'océan Atlantique. Et effectivement, à l'endroit où arrive cette eau salée, eh ben on voit ce petit pic de salinité. Encore une fois, là, la salinité est utilisée comme traceur. Passons maintenant à la partie grand 2 qui traite cette fois-ci du dynamisme des deux enveloppes externes, l'atmosphère et l'hydrosphère. Alors dans une première sous-partie, nous allons montrer que les mouvements qui affectent l'atmosphère et l'hydrosphère ont un énorme impact sur le climat de la Terre, puisqu'en fait ils vont répartir l'énergie qui est en excès reçue à l'équateur en direction des pôles. Ils ont un rôle dans la redistribution de l'énergie sur le globe, un petit peu un rôle de tampon, on peut dire, qui va permettre d'avoir des températures pas trop chaudes à l'équateur et pas trop froides au niveau des pôles. Ensuite, dans une deuxième et une troisième partie, nous allons étudier plus précisément la nature de ces mouvements, on va les décrire en fait. Et nous nous pencherons aussi sur leur origine. Commençons donc par cette première sous-partie, l'atmosphère et l'hydrosphère évacuent l'excédent de chaleur intertropicale vers les pôles. Alors pour ceci, nous avons déjà besoin de faire un rappel de ce qui a été vu en enseignement scientifique au lycée, qui concerne le bilan énergétique moyen de la Terre sur une année. Prenons ici une figure classique que l'on peut trouver sur Internet de bilan énergétique moyenné de la Terre et faisons un commentaire. Alors déjà, on va manipuler de l'énergie, donc des joules par seconde, ça s'appelle des watts, et on va se placer sur 1 mètre carré de Terre pour faire notre quantification. Là, nous avons la Terre avec sa surface, là, nous avons, où il y a dessiné les nuages, l'atmosphère. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe pour le système Terre-atmosphère? Déjà, il y a de l'énergie qui provient du Soleil, c'est le rayonnement solaire incident. On calcule que c'est à peu près 342 joules par seconde par mètre carré. Ce rayonnement solaire incident, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il arrive sur l'atmosphère, une partie va être réfléchie, c'est ce qu'on voit ici, une partie va être absorbée par l'atmosphère, et ce qui reste, 198, va arriver en direction de la surface. Une petite partie va rebondir, entre guillemets, va être réfléchie, et une partie, 168, va être absorbée par la surface de la Terre. À ce sujet, on peut définir ce qu'on appelle l'albédo du système Terre plus atmosphère. L'albédo, c'est le rapport entre l'énergie réémise vers le haut, c'est ça qui est réémis, c'est les 77 plus 30, par rapport à ce qui est arrivé, les 342. Là, on a 30% de l'énergie qui est réémise vers le haut, sur ces 342 ici. C'est 107 sur 342. Donc là, j'ai fait concernant le rayonnement solaire, comment ça se comportait. Je vais maintenant passer à ce qui est ici en rouge. Donc la Terre, en fait, elle a une certaine température, et la Terre, comme n'importe quel corps qui a une température, émet de la lumière. Donc elle fait un rayonnement. Ce rayonnement, il est sous forme pas de lumière visible, il est sous forme de lumière infrarouge. La Terre, elle émet 390 watts par mètre carré en direction du jour. Sur ces 390, une toute petite partie va traverser l'atmosphère. Parce qu'en fait, dans l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle des gaz à effet de serre qui sont capables d'absorber l'essentiel de cette énergie, c'est les 350, à cet endroit-là. Ce sont les gaz à effet de serre. Donc l'atmosphère, finalement, elle absorbe beaucoup. Elle absorbait aussi ici, d'ailleurs au passage. Là, c'était marqué les 67. Et cette atmosphère donc chauffe et réémet à son tour des infrarouges. Elle en réémet dans toutes les directions. Une grande partie en direction de la Terre, c'est les 324 ici, qui sont absorbés par la Terre. Et une partie aussi en direction de l'espace, c'est ces 165 plus 30.
Donc là, c'est ce qui se passe au niveau du rayonnement infrarouge. On voit donc que la Terre, finalement, elle reçoit de l'énergie du Soleil, 168, et elle reçoit bien plus d'énergie en provenance du rayonnement infrarouge de l'atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'on disait que la Terre, elle est chauffée par les infrarouges. Hein. 2 tiers, elle est chauffée par les infrarouges, et 1 tiers, elle est chauffée, en fait, par l'énergie qui provient du Soleil. Alors si je m'arrête à ce stade, je peux constater que ce que reçoit la Terre, c'est 168 plus 324, c'est bien plus grand que 390. Il y a un différentiel de 102 watts. Donc ça, c'est pas du tout à l'équilibre. En fait, il y a deux autres mécanismes qui sont marqués ici et ici, la somme des deux faisant justement le 102, qui vont avoir lieu, qui vont faire que tout ce qui est reçu par la Terre sur cette surface, c'est égal approximativement à ce qui est réémis. C'est pour ça qu'on dit que le bilan énergétique, il est nul. Alors c'est quoi ces deux choses en plus? C'est ce qu'on appelle le flux de chaleur sensible. Alors ça c'est quoi? C'est de la conduction. Ça signifie que en fait la Terre qui est ici, qui a une certaine température, elle peut chauffer l'atmosphère à cet endroit-là, donc transférer par conduction finalement des joules. Ensuite, l'atmosphère qui est chauffée, lui, va pouvoir se déplacer, il y aura de la convection, etc. Mais là, c'est pas trop le sujet. Donc, il y a une partie de l'énergie qui est transmise à l'atmosphère. On estime ça à 24 watts par mètre carré. Et on a aussi, plus important, une partie d'énergie qui est transmise lors du changement d'état de l'eau. Alors, petit rappel sur ce qu'on avait dit dans le cours sur l'eau. On appellera ceci le flux de chaleur latente. En biologie, quand on avait fait notre cours sur l'eau en début d'année, on avait dit que le changement d'état de l'eau, l'eau liquide qui passe à eau gaz ou eau gaz qui passe à eau liquide, ça s'accompagne d'échanges d'énergie avec le milieu. Alors effectivement, quand l'eau liquide devient de l'eau gazeuse, là, ça nécessite énormément d'énergie, une quantité d'énergie qui était donnée par ce qu'on avait appelé l'enthalpie de vaporisation massique. Par exemple, pour faire passer 1 gramme de liquide sous forme de 1 gramme d'eau gazeuse, aux conditions indiquées ici, il faut apporter au système 2450 joules. De la même façon, quand de l'eau gazeuse va se condenser en eau liquide, ça va libérer cette valeur, ça va libérer de l'énergie. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que l'évaporation de l'eau, elle nécessite de l'énergie et qu'au contraire, la condensation va libérer de l'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si je me place en surface de la Terre avec de l'eau, si à cette zone, je fais évaporer de l'eau, ça veut dire que il va donc avoir nécessité d'énergie. Hein. Donc le système qui est ici, qui a une certaine quantité d'énergie, peut en donner à l'eau. L'eau, du coup, elle se vaporise. Du coup, la zone en question devient moins chaude, puisqu'elle a donné de l'énergie pour faire cette réaction-là. Alors soit cette eau vapeur, elle peut condenser à cet endroit-là et restituer son énergie dans l'atmosphère, soit cette eau vapeur, elle peut se déplacer et à un autre endroit, par exemple ici, condenser, faire cette réaction. Et quand elle va faire cette réaction, elle va libérer de l'énergie, ce qui peut par exemple chauffer cette zone qui devait être à moins 10 mais qui est maintenant est à moins 5. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle donc le flux de chaleur latente. Alors pourquoi latente? Pas parce que la chaleur qui est prise en un point X, ici, lors du changement de phase liquide en vapeur, il peut être restitué bien plus loin dans l'atmosphère lors du changement de phase vapeur donne liquide. Donc l'évaporation, elle permet un transfert d'énergie important des mers en surface ici en direction de l'atmosphère. Donc à ce stade, quand on fait notre bilan de ce que reçoit la Terre 168 plus 324 et ce qu'elle réémet en surface 390, 78, 24, on se rend compte qu'on est à l'équilibre. C'est pour ça qu'on dit que le bilan énergétique moyenné de la Terre, il est nul. Donc ça, j'en avais besoin. Petite remarque quand même au passage, en fait actuellement il est légèrement déséquilibré, d'à peu près 1 watt par mètre carré, parce qu'actuellement les gaz à effet de serre, il y en a de plus en plus, hein, et que du coup la réémission ici elle est un petit peu plus grande que 324, à 1 watt par mètre carré près, et que du coup la Terre n'est pas à l'équilibre et elle chauffe, hein, c'est le changement climatique dont on parle aux infos. Petite remarque de vocabulaire, très souvent dans les livres, ils parlent de bilan radiatif quand ils font cette figure. Alors le bilan radiatif n'est pas nul, hein. Le radiatif, ça concerne uniquement ce qui est réémis sous forme d'ondes électromagnétiques, hein. Donc le rayonnement infrarouge et puis les rayons visibles du soleil. Hein. Là, c'est le bilan énergétique, puisqu'on a pris en compte ce 24 et ce 78. C'était juste une petite remarque. On peut ici faire un retour intéressant concernant les modalités de transfert de chaleur au niveau de la Terre. Alors dans le cours G1 et dans le cours G2, on avait parlé de transfert de chaleur. Hein. On avait dit qu'il y avait de la conduction qui était possible, par exemple dans la lithosphère, et il y avait de la convection possible, par exemple dans le manteau sous-lithosphérique ou dans le noyau externe. Donc là, on va généraliser en prenant en compte l'atmosphère et l'hydrosphère. Alors comment peuvent se faire les transferts de chaleur? Première possibilité, les transferts de chaleur au niveau des enveloppes externes ici, peuvent se faire par conduction. Alors la conduction peut avoir lieu donc
au sein des couches, par exemple dans la lithosphère. Si là il fait chaud, là il fait froid, donc il va avoir un transfert de chaleur sans mouvement de matière, hein, c'est ça la conduction. Il y a aussi la conduction dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère. Par contre, quantitativement, c'est très très faible par rapport à la convection. C'est pour ça que je ne l'ai pas représenté. Et la conduction a aussi lieu, voire les cours G1, G2, au niveau des couches limites. Bah là, on en a parlé un instant quand on avait parlé du flux de chaleur sensible. C'était le transfert d'énergie par conduction entre la lithosphère ici et l'atmosphère, ou entre l'hydrosphère et l'atmosphère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conduction. Il y a un transfert de chaleur qui peut aussi se faire par convection. Alors, rappel de ce qu'on avait dit sur la convection. Qu'est-ce que la convection par rapport à la conduction? La convection, c'est un transfert d'énergie, donc de chaleur, associé à un mouvement de matière cette fois-ci. La cause, c'est l'instabilité gravitaire, hein, c'est les différences de densité, c'est ce qu'on avait appelé la poussée d'Archimède, et ça a lieu dans des environnements où le nombre de Rayleigh il est élevé. Donc, dans la lithosphère, il n'y a pas de convection. Par contre, dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère, le nombre de Rayleigh est très très grand. Hein, et donc là, effectivement, il y aura de la convection. L'idée, c'est qu'une zone qui est ici, qui devient chaude, ben, finalement, elle va se dilater. Et en se dilatant, sa densité va diminuer. Elle va pouvoir donc monter. Hein. Donc la convection, c'est ça. En plus de ces deux choses que l'on connaissait, il y a trois nouvelles modalités de transfert de chaleur concernant la surface des enveloppes externes, atmosphère et hydrosphère. Alors il y a effectivement nouveauté, advection. C'est quoi ce transfert de chaleur d'advection? L'advection, c'est comme la convection, c'est un transfert qui est associé à un mouvement de matière, mais là le moteur, ce n'est pas une différence de densité. C'est un entraînement forcé par une force extérieure. Par exemple, on verra qu'il y a des vents et que les vents, mécaniquement, ils peuvent pousser l'eau et du coup, l'eau qui est ici, avec une certaine quantité de chaleur, peut être transportée à un autre endroit. Ça, c'est déplacement de chaleur lié à un déplacement de matière. On peut parler de convection pour les deux au sens large. Autre possibilité qu'on n'avait pas dans le cours G1, c'est, on en a parlé, le rayonnement infrarouge, c'est un transfert d'énergie par rayonnement. Donc ça, c'est limité aux endroits où le milieu est transparent. Nous, on avait parlé de surface de la Terre et un rayonnement, donc avec un milieu transparent qui est l'atmosphère. Donc là, effectivement, il y a du rayonnement. Il y a du rayonnement qui peut arriver en direction ici. L'énergie peut être captée et l'énergie peut être réémise sous forme d'infrarouge ici et ici. Et enfin, on avait parlé d'un changement possible transfert de chaleur par changement d'état de l'eau. C'est ce qui est représenté ici par les petites vagues violettes. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'au niveau de l'hydrosphère, il peut y avoir donc évaporation, ce qui donc nécessite de l'énergie. Donc là, de l'énergie donc, est utilisée pour faire eau liquide en eau vapeur. Et cette eau vapeur, à certains endroits, par exemple ici, elle peut au contraire condenser et restituer de l'énergie donc dans cette zone lors du changement d'état. Ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est un bilan moyenné sur l'ensemble de la Terre et sur une année. En fait, quand on va dans le détail, il existe de grandes variations locales, notamment selon les latitudes, et aussi temporelles selon les saisons. Alors les saisons, nous, on ne va pas du tout en parler, par contre, on va s'intéresser aux variations selon les latitudes. Effectivement, les 342 watts par mètre carré est la valeur moyenne en fait. Cette valeur, elle va varier en fait selon la latitude. Les pôles vont recevoir bien moins d'énergie solaire que l'équateur. Alors pourquoi c'est comme ça? Il y a deux causes. La première cause, la plus importante, c'est dû à la sphéricité de la Terre. Effectivement, ça se modélise très très bien avec une lampe qui envoie un certain nombre de watts représentés ici. Donc là, on voit que toute l'énergie qui est envoyée, par exemple, dans cette zone, va se répartir donc sur une petite surface. Alors que si je déplace la lampe et que j'envoie la même quantité d'énergie ici, je vais voir donc une surface bien plus grande. Ça veut dire que là, ces zones ont reçu la même quantité d'énergie, mais par mètre carré, du coup, celle-ci, elle en a reçu bien plus que celle-ci, puisque là, l'air, elle est plus grande que ici. Par exemple, ici, si on imagine que là, l'air, elle fait 1 et que là, l'air, elle fait 5, ça signifie donc que là, l'énergie solaire, par mètre carré, elle est 5 fois plus faible que ici. Donc ça, c'est dû à la sphéricité de la Terre. Ça explique tout à fait pourquoi, au niveau de l'équateur, on reçoit plus d'énergie qu'au niveau des pôles. Il y a aussi une deuxième explication pour expliquer que les pôles reçoivent moins d'énergie solaire par rapport à l'équateur, c'est dû à l'albédo. L'albédo qui est plus fort au pôle qu'au niveau de l'équateur. Alors pourquoi c'est comme ça? Il y a deux effets. Il y a l'effet donc de l'inclinaison des rayons. Au niveau de l'équateur, donc les rayons, ils arrivent plutôt verticalement ou avec un rayon, avec un angle d'incidence, c'est ça l'angle, qui est plutôt faible. Dans ce cas, les physiciens nous disent que la réflexion elle est plus petite que quand les rayons sont plutôt rasants, où l'angle d'incidence il est élevé. Où là, on voit par exemple, c'est bien plus réfléchi que ici. Donc une meilleure absorption finalement aux basses latitudes par rapport aux hautes latitudes. Et en plus, il y a un effet revêtement de la surface. Au niveau des pôles, c'est plutôt de la neige, donc c'est plutôt quelque chose qui réfléchit tout à fait très bien les rayons du soleil.
On le voit quand on fait du ski, par exemple, où on est ébloui parce que justement, on reçoit ce qui est réfléchi par la neige, alors que ici, quand c'est de la forêt, c'est pas du tout le cas. Là, c'est moins bien réfléchi et du coup, c'est plus absorbé. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que nos 342 watts, finalement, ils sont plus petits au niveau des pôles et ils sont plus grands au niveau de l'équateur. Ceci est très bien représenté sur le schéma qui est ici. Alors qu'est-ce que nous donne ce schéma? Le schéma nous donne le rayonnement qui est absorbé par le système Terre-atmosphère. On voit que ce rayonnement absorbé par le système Terre-atmosphère, il varie. Il est élevé au niveau de l'équateur et plus on va en direction des pôles, plus il devient petit. C'est exactement ce qu'on vient de raconter à l'instant. En plus, le rayonnement qui est émis cette fois par le système Terre-atmosphère, qui était en moyenne de 250 watts, on avait vu sur notre schéma de tout à l'heure par mètre carré, on voit que lui aussi, il a une petite variabilité selon la latitude. Comme il fait un petit peu plus chaud à l'équateur qu'au pôle, effectivement, les lois physiques nous disent que le rayonnement au niveau de l'équateur, il est un petit peu plus élevé qu'au niveau des pôles. Par contre, ça ne compense pas du tout l'écart que l'on a vu sur le rayonnement absorbé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans toute cette zone-là, donc au niveau de l'équateur notamment, la quantité absorbée, elle est plus grande que la quantité émise. Alors qu'au niveau des pôles, la quantité qui est absorbée est plus petite que la quantité émise. Ça signifie donc que notre bilan énergétique, au niveau de l'équateur, les zones qui sont rouges ici, le bilan énergétique, il est positif. Ça signifie qu'on reçoit plus que ce qu'on émet. Et donc, concrètement, la Terre devrait, à cet endroit-là, se réchauffer. Tant qu'elle n'est pas à l'équilibre, elle se réchauffe. Et ici, au niveau des pôles, le bilan énergétique, la courbe rouge est derrière la courbe bleue. Le bilan énergétique est négatif, il y a refroidissement. Donc théoriquement, là, ça devrait se refroidir de plus en plus jusqu'à atteindre un équilibre. D'ailleurs, sur Mars, où il n'y a pas d'atmosphère, enfin une atmosphère mais elle est rikiki et une hydrosphère qui est absente, les écarts de température entre l'équateur et les pôles sont bien plus grands que ce qu'on a chez nous. Là, ça peut aller la nuit jusqu'à moins 140 à peu près, là, ça peut aller jusqu'à plus 20 degrés Celsius. Chez nous, c'est pas du tout ça. Chez nous, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, effectivement, il y a la circulation atmosphérique et la circulation donc, de l'hydrosphère qui vont permettre de redistribuer en fait le surplus d'énergie ici en direction des endroits où il y a un déficit d'énergie. Donc il y a finalement un transport de chaleur qui va se faire par convection. On parle de transfert méridien de chaleur qui va permettre de redistribuer latitudinalement l'énergie en fait. Et ça, c'est responsable finalement des faibles écarts de température que l'on a par rapport au cas où il n'y aurait pas d'atmosphère ou d'hydrosphère. Concrètement, si on veut faire un schéma assez simple de ce qui se passe, donc au niveau de l'équateur, on a un bilan énergétique positif, donc ça entraîne un échauffement au niveau de l'équateur. Là, ça entraîne un refroidissement au niveau des pôles. L'atmosphère et l'océan, qui sont des fluides qui vont pouvoir faire de la convection, effectivement vont convecter. Alors pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, justement, l'eau ou l'air de l'atmosphère sont chauffés. À cet endroit-là, c'est au contraire refroidi. Et du fait de la poussée d'Archimède, une cellule de convection que l'on peut représenter comme ceci va pouvoir se mettre en place. Donc l'idée, c'est qu'aux endroits où il y a un excès de chaleur, l'air ou l'eau va pouvoir être chauffé et l'eau ou l'air va pouvoir donc monter. Aux endroits où il y a un déficit de chaleur, au contraire, l'eau va pouvoir refroidir ou l'air va pouvoir refroidir et va pouvoir donc descendre. Ces fluides-là, ce sont les fluides où il peut y avoir convection. Ceci va initier donc cette grosse cellule de convection avec du coup prise de chaleur à cet endroit-là, au niveau de l'équateur, transport de cette chaleur au niveau des pôles et restitution à cet endroit. C'est exactement ce qui se passe dans une maison avec le plancher chauffant, où l'eau du plancher chauffant est chauffée au niveau de la chaudière, puis est emmenée au niveau par exemple du salon où il restitue sa chaleur. C'est exactement la même chose si je ne prends pas cette fois l'hydrosphère, mais si je prends l'analogie avec l'atmosphère, ce qui se passe dans l'air d'une maison où il y a une cheminée ici qui chauffe l'air. L'air échauffé donc va monter en direction par exemple des chambres et arriver dans les chambres, il va pouvoir restituer sa chaleur dans les chambres. Du coup, la température de la chambre va augmenter et l'air froid va pouvoir ensuite redescendre en direction de la cheminée. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Il y a donc redistribution de la chaleur grâce à la convection de l'atmosphère et de l'hydrosphère. Ces déplacements d'eau et d'air qui affectent l'atmosphère et l'hydrosphère permettent donc de lisser les températures en surface du globe. Alors d'un point de vue quantitatif, on peut se demander qu'est-ce qui est le plus important entre le mouvement de l'océan et le mouvement de l'atmosphère pour redistribuer la chaleur en surface du globe. Alors ceci a pu être quantifié. C'est représenté ici. Donc là, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ça, c'est donc l'écart entre ce qui est reçu et ce qui est émis selon la latitude. Et là, ce qui est représenté ici en rouge et en bleu, c'est le transport donc méridien dont on a parlé de chaleur dû à l'atmosphère ou dû à l'océan. Par
Par exemple, si on est dans ces latitudes-là, eh ben on voit que l'atmosphère, elle emmène de la chaleur en direction donc, de l'équateur en direction des pôles, et elle emmène, ben, il faut lire ici par exemple 3,5, 10 exposant 15 watts. Et l'océan, lui, il emporte un petit peu moins. Alors ce qu'on voit ici, quand on lit tout ça, c'est que finalement les deux sont importants, l'atmosphère et l'océan. Alors c'est vrai que dans l'hémisphère sud, c'est surtout l'atmosphère qui est responsable de l'échange de chaleur entre l'équateur et les pôles. Au niveau de l'hémisphère nord, c'est à peu près comparable, quand on regarde les courbes comme ceci. Ainsi, l'atmosphère et les océans, ils participent tous les deux, chacun à ces flux de chaleur. C'est à peu près du même ordre de grandeur. Alors dans le détail, c'est vrai que l'air de l'atmosphère va transporter moins de chaleur, il a une capacité thermique qui est plus faible. Par contre, il va aller bien plus vite. Avec les vents, ça peut aller de l'ordre du kilomètre-heure. L'océan, lui, a une capacité thermique bien plus importante, il va transporter bien plus de chaleur, mais bien plus lentement, puisque les courants marins ils vont bien moins vite que les courants de l'atmosphère. Bon, finalement, le bilan du grand A, c'est quoi? C'est que le bilan énergétique de la Terre, donc il est déséquilibré en fait selon les latitudes, et ceci va être à l'origine d'un transfert de chaleur de l'équateur vers les pôles. Et ce transfert de chaleur va se faire via la circulation atmosphérique et la circulation océanique. Ces deux circulations atmosphériques et océaniques, elles permettent de lisser thermiquement la Terre, et donc d'atténuer les contrastes de température entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Maintenant qu'on a vu donc l'idée générale, c'est une grande importance des circulations ici, on va voir concrètement comment les deux réservoirs bougent, comment se fait la convection au sein de la troposphère et au sein des océans. Commençons par la troposphère. On a vu juste précédemment que du fait de la sphéricité de la Terre, le bilan énergétique est différent au sol selon les latitudes. Il y a un bilan énergétique donc excédentaire au niveau de l'équateur et puis déficitaire au niveau des pôles. Alors qu'est-ce que ça va entraîner ceci? Alors comme l'air de l'atmosphère, il a un nombre de Rayleigh qui est assez élevé puisque sa viscosité est très faible et son coefficient de dilatation thermique est très fort, il va y avoir une convection, exactement comme ce qu'on avait vu à l'époque du cours G1 avec notre analogie de l'eau qui convecte dans une casserole. Alors c'est quoi l'idée? C'est que l'idée c'est qu'à l'endroit donc où il y a un excès de chaleur et donc où la température augmente, la température de l'air augmentant, l'air va se dilater, sa densité va diminuer et du coup il va faire une ascension. C'est ce qui est représenté ici par analogie dans la casserole. Et aux endroits où au contraire le bilan il est négatif, donc l'air va refroidir, sa température va diminuer, pardon. Et comme sa température elle diminue, sa densité va augmenter et du coup l'air va descendre. Et du coup ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, c'est une montée de l'air au niveau de l'équateur et une descente de l'air au niveau des pôles. Mouvement vertical de l'air ici. Alors ceci va entraîner des choses en surface. En surface, ceci ici. Donc là, je vais avoir une haute pression, beaucoup de molécules d'air par volume. Et là, je vais avoir une faible pression puisque l'air est en train de monter au niveau du sol. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a des différences de pression comme ceci? On peut faire l'analogie quand on appuie donc, sur un ballon de baudruche. En appuyant ici, donc j'augmente la pression et les molécules d'air se déplacent de la pression forte vers la pression faible. Ça, c'est tout à fait logique. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ici et ici, donc j'ai des différences de pression. J'ai une surpression, j'ai une dépression, et donc l'air va spontanément tendre à aller du plus vers le moins, donc à se déplacer comme ceci. Ça va générer ce qu'on appelle les vents de surface. À petite échelle, à l'échelle de la France, on peut faire la même chose. Quand on voit les cartes météo, on peut le faire ici. Là, j'ai une surpression, on a des hectopascales, donc là j'ai plus de 1040 hectopascales, là j'ai à peu près 1020 hectopascales, donc j'ai une haute pression, une basse pression, haute pression anticyclone, basse pression dépression, et donc ça génère donc un flux de molécules d'air de plus vers le moins. Ça génère le vent qui est représenté ici. Donc finalement, on peut faire un petit bilan de ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'au niveau de l'équateur, du fait du bilan thermique qui est positif, l'air qui est chaud tend à monter. Au niveau des pôles, l'air qui refroidit tend à descendre. On a ceci. Et donc ici, j'ai un excès de molécules, là j'ai un déficit de molécules. Et là, comme l'air monte, là j'ai un excès de molécules, là j'ai un déficit de molécules. Donc ça va finalement me créer des cellules de convection. Chaque fois, les vents, au niveau du sol ou tout là-haut, là c'est à la limite, donc en dessous de la tropopause, les vents se déplaçant donc des hautes pressions vers les basses pressions. En bilan, on peut donc faire ce schéma. L'inégale répartition de l'énergie solaire qui arrive sur Terre est à l'origine donc de convection au niveau de l'atmosphère. Et cette convection, théoriquement, au stade où on en est en ce moment, elle prend la forme donc d'une cellule au niveau de l'hémisphère nord et d'une cellule au niveau de l'hémisphère sud. Cette grande cellule de convection, elle permet d'évacuer l'excès de chaleur intertropicale en direction des pôles.
Alors le petit problème que l'on a si on s'arrête ici, c'est que si on compare ce qu'on vient de dire par rapport à ce qu'on observe dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose. Donc on a un problème. Ce modèle à une cellule ne reflète pas la réalité. Alors quelle est l'explication de ça? C'est que ça tout marche si, c'est marqué ici, on considère la Terre comme fixe. Or la Terre elle tourne. Et comme elle tourne, ben, les molécules d'air, en fait, quand elles se déplacent, elles vont être déviées par ce qu'on appelle la force de Coriolis. Donc passons à ça tout de suite. Alors pour expliquer ceci, on peut prendre ce schéma-là qui représente la Terre qui est en train de tourner vue de haut. Donc D, c'est le pôle nord. Là, je m'éloigne, je vais vers la France, et puis là, je vais vers l'équateur. Donc c'est comme si je voyais un tourniquet qui est en train de tourner vue de haut. Ça, c'est la Terre qui tourne. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait dit quand on avait fait les vitesses des plaques, vitesse absolue en centimètres par an, par exemple, et puis vitesse angulaire. En fait, la vitesse angulaire, c'est bien la même pour tout le monde, mais la vitesse absolue, elle est élevée au niveau de l'équateur. Effectivement, le petit point qui est ici, en une journée, il va faire ça. Donc il va parcourir une certaine distance qui est faible, alors que le point qui est ici, il va parcourir une grande distance, lui. Donc les vecteurs vitesse sont élevés, d'autant plus que je vais vers l'équateur. Donc si moi maintenant je me place ici, et que je balance une balle en direction du point D. Donc moi je suis ici, je balance. C'est comme si j'étais une haute pression et que je balançais des molécules d'air en direction d'une basse pression. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces molécules, donc, elles sont lancées comme ceci. Donc ça c'est la vitesse qui est provoquée par le lancer. Mais comme en ce moment c'est en train de tourner, elles ont aussi une vitesse qui est provoquée par justement le fait que ça tourne. Et en fait, la trajectoire réelle, ça va pas être ça. Ça va être la trajectoire somme des deux, ça va être une trajectoire qui est comme ceci. Ça veut dire que moi, haute pression balançant vers une basse pression, et bien finalement, ma trajectoire, elle, ça va être déviée, si moi je suis ici, si je regarde la basse pression, ça va être dévié vers la droite. Par rapport au point D, je regarde le point D, c'est dévié comme ça, vers la droite. Si je me place désormais ici, et que je balance une balle en direction de quelqu'un qui est ici, donc là, moi, j'ai un vecteur vitesse nul, hein, donc je balance ma balle vers E, mais E, le temps que la balle, elle arrive ici, E va se déplacer, lui, E, il sera ici. Ça signifie donc que, encore une fois, c'est pareil. Ça signifie que si je me place en D et que je regarde le point E, j'ai balancé vers E, mais en fait, ça a été dévié vers la droite. Si je me place là, je suis en train de regarder ce côté-là, donc dévié vers la droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la force de Coriolis. La force de Coriolis, elle va finalement dévier les molécules d'air, parce que ce qui se passe sur la Terre, ce n'est pas des balles qui sont lancées, ce sont des molécules d'air, de haute pression vers basse pression, toujours en déviant vers la droite. Ce qu'on vient de raconter, on le voit très très bien en fait sur des expériences de physiciens. On voit ici, donc là qu'est-ce que l'on voit? Quelqu'un est en train de viser une cible. Donc quelqu'un est en E, il est en train de viser en D. Rien ne tourne pour l'instant. Donc effectivement, la trajectoire, il atteint la cible, c'est logique. La trajectoire, elle est linéaire. Et maintenant, on va faire tourner. Alors attention, c'est pas tourner dans le sens qu'on a vu. Hein. Là, ce serait plutôt l'hémisphère sud qui est représenté. Donc là, on tourne dans le mauvais sens par rapport à là-haut. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que quand la balle est lancée direction de la cible, on rate la cible. En fait, c'est dévié vers la gauche ici. Alors, vu de l'extérieur, quand je regarde ma trajectoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la trajectoire de la balle, si on la met au ralenti, elle est bien linéaire. Par contre, si je me place dans le référentiel interne, je suis au point E, moi. Qu'est-ce que je vois en balançant la balle? En suivant la trajectoire, voilà. C'est dévié vers la gauche et ça fait une courbure. Vue du point E. Donc là, c'est ce qu'on voit. Sur un tourniquet, c'est exactement pareil. Sur le tourniquet qui est représenté ici, les personnes donc, lancent la petite balle. Donc rouge, il lance vers bleu, mais c'est vert qui récupère. Lui, il lance vers moi, mais hop, c'est rouge qui récupère. Hein. Donc c'est exactement le même principe en fait. Donc les balles sont déviées vers la gauche ou vers la droite, selon en fait dans quel sens tourne l'ensemble. De ce qu'on vient de dire, on peut retenir l'idée suivante, c'est que les molécules d'air, dans l'hémisphère nord, quand elles se déplacent, elles sont déviées à droite. Et dans l'hémisphère sud, elles sont déviées à gauche par la force de Coriolis. Alors ceci entraîne une conséquence très importante pour nous, c'est que cette force de Coriolis va aboutir à la fragmentation de la cellule théorique que l'on a vue tout à l'heure, en finalement 3 cellules de convection réelles, je parle par hémisphère ici. Alors effectivement, ici donc, j'ai une surpression, là, au sol, là j'ai une basse pression, donc là j'ai mon moins, là j'ai mon plus, je peux les mettre tout de suite. Et donc les vents, s'il n'y avait pas de rotation, ils iraient du plus vers le moins, mais là les vents, ils sont déviés vers la droite, au sol. Quand je vais dans la haute troposphère, les vents qui devraient aller comme ceci, ils y vont, mais ils sont déviés vers la droite. On ne le voit pas, c'est pas représenté là, en rouge, c'est juste les vents au sol. Et donc finalement, les vents, ils n'arrivent pas d'un seul tenant à faire l'ensemble du trajet, d'où la fragmentation en ces 3 cellules. Alors ces 3 cellules, elles ont des noms. Il y a la cellule de Hadley. La cellule de Hadley, c'est celle qui est ici. Donc au niveau de l'équateur,
l'air monte. Comme l'air monte, la température va diminuer et du coup, il y a des précipitations. C'est les fameuses précipitations qui donnent les forêts équatoriales. À cet endroit-là, l'air, il va redescendre ici. Donc l'air en redescendant, donc il va donner des hautes pressions à cet endroit-là. D'où des vents qui soufflent du plus vers le moins ici, en étant déviés vers la droite. Ça, ce sont des vents qu'on appelle les alizés. À cet endroit-ci, ben pareil, donc là j'ai ma cellule de Ferrel qui se met en place avec à cet endroit-là une ascension. L'ascension, elle se fait ici. D'où des précipitations, d'où le temps relativement pourri, pluvieux que l'on peut avoir par exemple au Royaume-Uni. Et donc la cellule de Ferrel, elle est là. Donc là, j'ai donc des vents qui vont pouvoir aller du plus vers le moins en étant déviés vers la droite. Ce sont les fameux vents d'ouest que nous, on récupère parce que la France, elle est ici. Donc on récupère tous les vents d'ouest que l'on a classiquement. Et à cet endroit-là, j'ai ma petite cellule polaire avec des vents qui vont du plus vers le moins. Là, c'est à peu près le 60 degrés. Là, c'est à peu près le 30 degrés. Donc ça, c'est l'observation que j'ai dans la vraie vie sur la convection troposphérique réelle qui est due à la rotation de la Terre. Finalement, à l'échelle de la Terre, on a donc des zones où il y a des basses pressions au niveau de l'équateur et à 60 degrés, représentées ici, où là l'air il est en train de monter. Ces basses pressions qu'on appelle des dépressions donc, sont des zones où il va beaucoup pleuvoir, puisque l'air en montant donc, va pouvoir condenser, sa vapeur d'eau va condenser et donc pluviométrie possible. Et il y a des zones de haute pression, tout là-haut et ici, par exemple au niveau du Sahara, où là l'air au contraire va descendre et où la pluviométrie est très très faible, les zones désertiques justement. Alors, ces hautes pressions et ces basses pressions donc, entraînent des vents qui sont déviés vers la droite. Et il faut comprendre qu'à terme, ces vents déviés vers la droite peuvent même finalement se déplacer parallèlement aux isobars. On parlera de vents géostrophiques. Une petite molécule d'air qui est ici, qui doit aller de 1000 vers 980, donc ici, du fait de la force de Coriolis, elle peut être déviée, et à terme avoir une vitesse qui un vecteur qui est parallèle en fait aux isobars. Ce qui n'est pas très intuitif, nous on attendrait à ce que le vent aille, c'est ce qu'on fait depuis le début, du plus vers le moins comme ça. Mais du fait de leur rotation, on peut avoir des vents géostrophiques. La petite explication qui est représentée ici, si elle vous intéresse, vous allez voir ça sur le PDF associé. Moi, je n'en ai pas besoin. Un bon exemple de vent géostrophique est fourni par ceux qu'on appelle les 40e rugissants ou les 50e hurlants, donc qui sont situés entre 40 et 50 degrés, donc on est dans cette zone-là, on est au niveau de l'hémisphère sud. Alors qu'est-ce qu'on voit? Là on voit des vents donc, qui vont du plus vers le moins, qui sont déviés ici vers la gauche, tellement déviés que même les vents ils peuvent être parallèles aux isobars et donc aller dans cette direction-là. Et là, on voit donc les trajets en bateau qui utilisent ces vents, ils prennent là et puis ils sont poussés justement par ces vents et peuvent aller bien plus vite que s'ils allaient par exemple dans l'autre sens contre les vents en question. Alors ça, c'était donc pour vous montrer un exemple de vent géostrophique. Autre chose qui m'intéresse, ce que l'on constate aussi, c'est qu'au niveau des zones de haute pression et de basse pression, les vents donc ils tendent à s'enrouler. On le voit sur les images météo. Alors si je vais dans l'hémisphère nord, pour faire ce que je connais déjà, donc là j'ai une haute pression, j'ai un anticyclone avec du vent qui sort comme ceci, c'est ce qu'on voit là. Donc le vent il sort et il est dévié vers la droite, ou il sort et il est dévié vers la droite. En fait le vent il tend à sortir en s'enroulant de la haute pression. On le voit ici, là on est au sol, là on est au niveau de la tropopause, donc le vent donc, il descend, ça on sait, il y a un plus ici, et là le vent il tourne et il se tourne en sortant. Au niveau des basses pressions, le vent il arrive ici d'une haute pression et il tend à s'enrouler et à monter, puisque au niveau d'une basse pression, vous savez, il y a une ascension avec les précipitations dont on a parlé. Donc ça, c'est ce qu'on observe aussi. C'est que classiquement, donc, il y a des spirales autour des dépressions et des anticyclones. Ceci, donc, je vais l'illustrer avec des applications concrètes. Concrètement, nous, on avait dit tout à l'heure que quand j'ai des plus, par exemple, au niveau de l'anticyclone des Açores et un moins ici, on avait fait tout à l'heure une flèche de vent qui arrivait comme ça. Ça, c'était quand on ignorait justement la force de Coriolis. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, on sait que les vents ils sont déviés vers la droite, d'où les vents d'ouest qui frappent la façade atlantique de la France. Et un enroulement comme ceci, hop, et ici, j'arrive et je m'enroule en direction du moins. Je peux voir la même chose ici. Donc là, j'ai des zones de haute pression en rouge, ici. Donc là, ça va sortir en direction du moins, en s'enroulant. Donc ça sort en s'enroulant, ça va là, dévié vers la droite. Mais une fois que je franchis l'équateur, hop, c'est dévié vers la gauche. Donc j'ai du vent qui s'enroule comme ça, qui fait ça, et qui va s'enrouler autour du moins. Là, pareil, ça s'enroule et c'est en train de sortir. Et ça, je peux le voir donc sur les images météo, par exemple. Qu'est-ce que je vois ici? Là, je vois bien quelque chose qui s'enroule. Ça va donc, alors, soit ça s'enroule et ça sort, soit ça s'enroule et ça rentre. Comme là, j'ai plein de nuages, je suis sûr que je suis au niveau d'une basse pression. Je suis à un endroit où l'air il est en train de monter et en train de faire des nuages. Donc j'ai un enroulement qui se fait dans ce sens-là. Ça signifie quoi? Ça signifie que je suis au niveau de l'hémisphère sud ici. Puisqu'au niveau de la
basse pression, je m'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors dans l'hémisphère nord, au niveau d'une basse pression, je m'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est comme ça que sur des images, on peut raisonner en fait sur qu'est-ce qu'on a. Donc là, une dépression de l'hémisphère sud. Faisons un petit bilan important d'où on en est. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'inégale répartition de l'énergie solaire qui arrive sur Terre et la force de Coriolis, que je représente ici et ici, c'est ça qui est responsable de la convection qui affecte la troposphère sous forme de 3 cellules par hémisphère. Donc ça, c'est le schéma bilan de la grande idée que l'on vient d'aborder. Vous avez un petit film qui représente tout ceci, qui est très bien fait. Je vous ai mis la référence dans la description de cette vidéo. 4 petites remarques maintenant pour compléter ce bilan. La première remarque, c'est que on parle de ceinture de haute pression, ceinture de basse pression, mais que dans la réalité, on l'a vu avec l'enroulement à l'instant, ce sont plutôt des lentilles. Ça, c'est parce que la théorie qui est ici, en fait, elle ne marche pas du fait de la topographie, du fait que des fois, il y ait de la mer, de la terre, des hautes montagnes qui vont pouvoir bloquer les vents, pourquoi pas. Les courants océaniques aussi vont être importants en modifiant les températures de surface, et du coup, cette convection idéale qui est ici, en fait, elle est un petit peu altérée par justement la topographie et les courants océaniques. Donc ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que les zones dont on a parlé ont des positions qui vont fluctuer selon les saisons, selon la position des terres aussi. Par exemple, la zone de convergence intertropicale, donc tous les mois, selon si c'est l'été dans l'hémisphère nord, elle sera plutôt à cet endroit-là, et quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, elle va descendre, être plutôt à cet endroit-là. Et ça peut impliquer plein de choses. Ça peut impliquer des saisonnalités très marquées en termes de vent. Par exemple, si je prends l'Inde, un exemple de l'année prochaine, l'Inde, donc à cet endroit-là, donc j'ai l'été une basse pression. Là, j'ai une haute pression, ça veut dire que les vents, donc, ils partent du plus vers le moins en étant déviés vers la gauche. Une fois que je franchis l'équateur terrestre, pas la zone intertropicale, donc l'équateur terrestre, ils sont déviés vers la droite. Donc les vents, ils vont comme ceci. Ils sont chargés d'eau pendant tout ce trajet. Ils arrivent ici, ils butent contre l'Himalaya, donc il y a une ascension et du coup plein de pluie. Donc c'est la mousson indienne, plein de pluie l'été au niveau de l'Inde. Et quand je suis donc l'hiver, quand je parle de l'hémisphère nord, il y a un déplacement. Donc ici j'ai plutôt un plus que je n'ai pas représenté. Le moins ici, il va vers le bas de la feuille. Le plus, un petit peu aussi ici. Et donc les vents changent. Et là, au niveau de l'Inde, je vois que les vents, ils sont en train d'aller du continent vers le moins ici. Et donc là, il n'y a pas du tout de pluie. Là, c'est la saison sèche au niveau de l'Inde, puisque je n'ai pas du tout mon ascension d'air qui a été chargé d'humidité comme précédemment ici. Donc ça, c'est juste un petit lien avec BCPC2 et le cas de la mousson. Troisième remarque, c'est qu'en plus des 3 cellules qu'on a vues précédemment, il y a parfois la formation de cellules qui sont plus locales. Alors on va voir 2 exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle la cellule de Walker, qui est important pour expliquer le phénomène El Niño que l'on verra quand on fera notre partie sur l'océan. Alors qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Donc là, on est au niveau des alizés. Donc les alizés donc, du nord et du sud convergent au niveau de la zone intertropicale. Les alizés en convergeant, donc il y a du vent qui souffle. Le vent pousse l'eau, en fait. Donc l'eau est poussée comme ceci. C'est comme si je soufflais sur une tasse de café à fond. Donc l'eau est poussée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'eau étant poussée ici, donc elle s'accumule. Ça fait une petite bosse en fait. Et l'eau, elle va plonger ici pour revenir. Et puis faire une espèce de cellule de convection dans ma tasse de café. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Donc les vents poussent. L'eau s'accumule ici. L'eau plonge. Et elle remonte à cet endroit-là. En remontant, l'eau qui est ici, elle est froide, donc l'eau, elle va donc refroidir cet ensemble. Là, quand je mesure la température de l'eau, elle est très froide. Quand je mesure la température de l'eau, elle est très chaude ici. Pourquoi? Parce que l'eau qui est froide ici, en se déplaçant par le vent, petit à petit, comme on est au niveau de l'équateur, elle se réchauffe. Et donc là, j'ai un amas d'eau chaude, là, j'ai un amas d'eau froide. Et donc, moi, ce qui m'intéresse au niveau de la cellule de l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer finalement? L'eau qui est chaude ici, elle réchauffe l'atmosphère, elle réchauffe l'air à cet endroit-là. L'eau qui est froide ici, elle refroidit l'air à cet endroit-là. Donc l'air qui est à cet endroit-là, il est donc froid. Et comme il est froid, il tend à tomber. Donc d'où la flèche ici vers le bas dans l'atmosphère. Et l'air qui est ici, l'air là, il est chaud. En plus, cet air qui s'est déplacé au-dessus de l'océan, suite à l'évaporation, il a pu se charger en eau. Donc cet air, il est chaud, il est humide. Et là, il va du coup monter, puisqu'il est chaud, sa densité est faible. C'est la poussée d'Archimède que l'on voit depuis le début. Et donc là, il y a beaucoup de précipitations. Et là, au contraire, il n'y a pas de précipitation. Ça explique la différence de climat entre la côte australienne et la côte péruvienne. Et donc là, j'ai une cellule qui se met en place, qui s'appelle la cellule de Walker.
Autre exemple de cellules de convection locales, bien plus locales cette fois-ci, c'est par exemple les brises de mer et les brises de terre. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des mers, par exemple de la Méditerranée? On voit ça très bien. Quand on est en pleine journée, donc l'air qui est ici est beaucoup chauffé. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, voir le cours B2 sur l'eau en biologie, l'eau a une capacité thermique très élevée. Ça signifie que là, l'océan, quand il y a le soleil, chauffe très peu, alors que la Terre chauffe beaucoup. Du coup, l'air qui est ici tend à beaucoup chauffer, du coup il va monter. L'air qui est ici n'est pas chauffé du fait de l'effet tampon de l'océan. Et donc j'ai une cellule de convection qui se met en place comme ceci. Et donc j'ai du vent qui souffle en direction de nous qui sommes sur la plage ici, en direction donc qui vient de l'océan. Quand c'est la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? Si la nuit elle est fraîche, ici la Terre elle va bien se refroidir, l'océan thermiquement il va pas trop bouger en fait, et donc là je vais avoir de l'air qui est très froid, l'air il va tendre à tomber ici, d'où une cellule de convection qui se met en place dans l'autre sens, et d'où donc des vents ici au niveau de nous si on se met sur une serviette qui vont aller de la Terre vers l'océan. Donc ça explique aussi les brises de mer et les brises de terre, qui sont utilisées bien sûr dans la navigation. Je pourrais faire la même chose, mais je vais passer vite fait parce que là, le film, je ne veux pas qu'il dure trop longtemps, pour les brises de montagne et de vallée. C'est le même principe. Dernière remarque, c'est une remarque qui concerne ce qui se passe à la jonction entre les trois cellules. Alors ce qu'on voit ici, c'est que la tropopause, on avait dit qu'elle fait plutôt 12 km ici, elle fait plutôt 8-9 km ici. Donc effectivement, au niveau des jonctions entre les cellules de convection, il y a donc un grand saut, une grosse inflexion de la tropopause. Alors ça va être à l'origine des courants de jet ou des jet streams, qui sont des vents très forts d'à peu près 360 km/h, qui ont lieu au niveau de la tropopause justement. Alors voyons voir un petit peu l'explication très rapide. Là, je sors du programme en fait. Donc ce qui se passe, c'est que la tropopause, c'est une surface isobare. Donc ça, on va mettre donc pression identique sur toute cette surface. Donc là, la pression est faible, et plus je vais ici, plus la pression est forte. On l'avait vu au début de ce cours. Donc là, la pression est une certaine pression qui est la même, et donc là, en dessous, la pression est forte. Là, la pression est moyenne, moyenne, moyenne. Donc là, elle est forte, moyenne, et quand je vais au-dessus, la pression est faible. Donc là, j'ai pression forte, moyenne, faible. Donc là, finalement, à cette jonction-là, je vais avoir donc une haute pression, une basse pression, et donc des vents qui tendent à aller du plus vers le moins. Je peux faire la même chose ici. Je vais me mettre ici pour faire ce qui est en bleu. Donc à cet endroit-là, au niveau de la jonction polaire Ferrel, j'ai des vents qui tendent à aller donc en direction du plus vers le moins. Donc des vents, si je suis au niveau de la tropopause ici, des vents qui tendent à aller donc du plus vers le moins, dans ce sens. Et comme il y a la force de Coriolis, ils sont déviés vers la droite, ils deviennent même géostrophiques, et ce sont des vents qui font ça. Ce sont les jet streams des latitudes moyennes. J'ai la même chose ici, à cet endroit-là. Donc deux jet streams, et j'ai la même chose au niveau de l'hémisphère sud. Alors, les jet streams, ils sont représentés, ils ondulent comme ceci, et donc ils peuvent être utilisés pour les voyages en ballon. Ils peuvent être utilisés quand on fait l'avion, par exemple, quand on fait Paris-New York. Alors, si Paris-New York, on va le faire, donc, en fait, concrètement, comme ceci, donc, sous les jet streams, pour ne pas les prendre en pleine figure. Et par exemple, quand on va faire le retour, souvent, on va passer par ici, et les utiliser. C'est pour ça que quand on regarde sur Google, par exemple, les vols, ils ne durent pas la même durée, en fait. Puisque le vol retour, il est bien plus rapide, car il utilise ces fameux vents à 360 km/h qui sont les jet streams des latitudes moyennes. Nous venons donc de finir ce grand B qui correspondait à l'étude des mouvements de convection qui affectent la troposphère. Nous allons maintenant finir avec le C, à savoir les mouvements de convection qui affectent l'océan. Concernant les océans, la première chose que l'on peut dire, c'est que la circulation, elle est bien moins simple que ce qu'on a vu avec l'atmosphère, avec les trois cellules de convection. Effectivement, il y a présence de continents qui ont des formes découpées, qui vont perturber effectivement le mouvement des masses d'eau, et il y a aussi en plus, en surface, l'existence d'un couplage avec les vents. Donc finalement, on va distinguer en fait deux circulations océaniques. La première, c'est la circulation qu'on va appeler superficielle, qui est couplée au vent. Donc ce sont les vents qui vont déplacer par couplage mécanique finalement les masses d'eau. Et la deuxième circulation que l'on va considérer, c'est celle qu'on appelle la circulation générale, qu'on appelle aussi méridienne de retournement, qui elle va affecter tout le volume de l'eau et dont le moteur est différent. Le moteur, c'est une différence de densité qui est due à la température et à la salinité des masses d'eau. Alors commençons par la première circulation, la circulation océanique superficielle qui est due au vent. Alors l'idée, elle est simple. L'idée, c'est que les vents,
en frottant sur l'hydrosphère, vont transmettre de l'énergie mécanique à l'eau de surface, d'où les courants de surface. Donc là, il y a un grand couplage avec la circulation atmosphérique. Alors effectivement, quand on voit là les alizés, par exemple, qui sont ici, hein, donc ça c'est une autre figure, mais elle représente la même chose que ce qu'on avait vu là. Hein. Les alizés là qui sont en vert, c'est ceux qui sont ici. Hein. Alors il y a des petites différences selon les saisons et puis selon les endroits où j'ai pris mes figures. Donc là on voit que effectivement l'eau c'est ce qui est en rouge. L'eau, hein. L'eau elle est poussée par les alizés. Alors elle est un petit peu décalée là vers la droite, c'est ce qu'on voit ici. Quand je regarde les alizés de l'hémisphère sud, pareil là ça pousse. Les alizés ils sont en vert, ben, ils poussent l'eau qui est en rouge, sachant que ben, là aussi elle est un petit peu décalée par la gauche effectivement. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça? Ben, on voit que effectivement la circulation des vents de surface et les courants, c'est assez bien corrélé, mais pas toujours très bien corrélé. Alors pourquoi c'est pas assez bien corrélé? Ben, on l'a déjà dit. L'idée c'est qu'effectivement, ben, si l'eau se déplace et que là il y a un continent, ben, l'eau elle va être bloquée, donc elle va pas pouvoir suivre les vents qui eux peuvent traverser la partie continentale. Et puis il y a aussi une chose à prendre en compte, bien sûr, comme d'habitude, c'est la fameuse force de Coriolis qui va finalement faire que l'eau qui est transportée par les vents, elle va être un petit peu décalée. On va voir ça tout de suite. Alors effectivement, si on s'imagine que là il y a du vent qui souffle, donc l'eau elle est emportée par le vent, mais du fait de la rotation de la Terre, en fait, ce qu'on va observer, c'est que l'eau elle va être un petit peu décalée d'à peu près d'un certain nombre qui est représenté ici, pour l'eau qui est couplée mécaniquement avec ces vents qui circulent comme ceci. Donc la petite tranche d'eau, elle va dans le sens en étant un petit peu décalée vers la droite si je suis dans l'hémisphère nord. La petite tranche d'eau qui est décalée, elle-même, par couplage mécanique, elle entraîne la petite couche d'eau qui est en dessous, qui elle aussi est décalée d'un certain angle. Et celle-ci, elle entraîne aussi la petite couche d'eau qui est en dessous, qui aussi est décalée. Alors c'est de moins en moins entraîné avec la profondeur parce que en fait il y a une dissipation thermique. Hein. Donc c'est pas un couplage qui est à 100% en fait. Et donc toute l'eau, ben, elle est entraînée chaque fois en étant un petit peu déviée vers la droite. Et toute cette colonne d'eau qui fait à peu près 100 mètres, qui est donc l'eau de surface, dans son ensemble, si je fais une moyenne, bah c'est comme si l'ensemble allait plutôt dans cette direction-là, avec un angle d'à peu près 90 degrés par rapport à la direction du vent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transport d'Ekman, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça c'est la spirale d'Ekman, qui nous explique assez bien pourquoi quand je prends un vent ici, eh ben, le courant marin associé en surface, il est comme ceci, décalé vers la droite d'à peu près 90 degrés. Sachant qu'il y a les continents aussi qui interviennent, on l'a dit. Et ici, les vents alizés qui sont comme ça, et bien là, c'est décalé, pareil, 90 degrés par rapport à la flèche verte, les flèches rouges, hein, dans le sens ici vers la gauche. Quoi. Donc les vents, ils poussent, bien sûr, mais du fait des continents, du fait de la force de Coriolis, la corrélation n'est pas si évidente que ça. Alors, c'est ce transport d'Ekman que l'on vient de voir, il va entraîner des choses. Il va entraîner la formation de bosses au niveau des hautes pressions et de creux au niveau des basses pressions. Effectivement, ça, ce sont les pressions au niveau de l'atmosphère. Donc, au niveau des hautes pressions, par exemple, de 30 degrés ou du pôle Nord, qu'est-ce qu'on voit? On a dit tout à l'heure, donc, bah, ça fait un anticyclone avec une spirale divergente comme ça, et là, l'eau s'entoure au niveau des basses pressions. Alors, si je regarde quelles sont les conséquences sur l'eau, ben, l'eau, on a dit dans l'hémisphère nord que l'eau était donc du fait de la spirale d'Ekman entraînée avec un angle d'à peu près 90 degrés. Donc là, je vais le faire tout de suite avec du vert comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, l'eau, donc l'air va dans ce sens, donc l'eau est entraînée dans ce sens. Là, l'air va dans ce sens, donc l'eau comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau des hautes pressions? Eh bien, on voit que l'eau c'est ce qui est en vert, elle va s'accumuler ici, d'où une bosse à cet endroit-là, une bosse topographique au niveau de la mer. Hein. Et au niveau des basses pressions, c'est exactement l'inverse, l'eau, elle va de chaque côté, et du coup, il y a un déficit d'eau, et là, ça me fait un creux. Donc finalement, ce que j'observe, c'est la présence de bosses et de creux. Bosses au niveau des hautes pressions, creux au niveau des basses pressions. Et autour de ces bosses et de ces creux, l'eau, elle va aussi s'enrouler. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je reviens sur mes bosses et sur mes creux. Donc ici, à cet endroit-là, ça correspond, ce que j'ai ici, à cet anticyclone qui est là. Donc là, j'ai un anticyclone, et donc j'obtiens une bosse qui est représentée ici. Là, c'est la hauteur de la topographie marine. Là, pareil, j'ai la même bosse, mais au niveau de l'hémisphère sud. Donc ça, je le vois. Là, c'est un petit peu l'anticyclone des Açores qui est ici un petit peu décalé en direction de la Floride. Donc je vois qu'il y a des bosses, qu'il y a des creux. Là, d'ailleurs, je vois d'énormes bosses qui sont dues à ce que je raconte et qui sont aussi dues à la cellule de Walker, je vous rappelle, qui pousse l'eau ici dans cette direction-là, par couplage avec les alizés. On avait déjà abordé ça quand on avait fait l'atmosphère tout à l'heure. Et donc j'ai des bosses et donc j'ai des creux. Et quand je vais en direction de ces bosses, donc cette bosse qui est là, c'est celle qui est ici, c'est celle qui est ici, c'est la même chose. Je vais aller zoomer un petit peu dessus.
et donc la bosse qui est là, qui est due, je vous rappelle, donc à l'air qui diverge, mais qui, du fait de la spirale d'Ekman, pousse l'eau dans cette direction, d'où ma bosse ici. Et bien, qu'est-ce que je vais voir à cet endroit-là? Ce que je vais voir, c'est que, je vais aller sur ce schéma-là. Ça et ça, c'est la même chose. L'eau qui est ici, du coup, elle a une pression plus forte que l'eau qui est ici, puisque j'ai tout ça qui appuie dessus, alors que là, je n'ai rien. Ça signifie qu'il y a une différence de pression qui tend à ce que l'eau qui est au milieu aille en direction de l'extérieur, comme ça et comme ça. C'est ce qu'on voit là, c'est le petit point de la particule d'eau qui se déplace. Donc l'eau, elle va se déplacer comme ça, et comme la Terre tourne, et comme il y a Coriolis, elle est aussi déviée vers la droite. Ça veut dire que l'eau, elle va du centre vers l'extérieur de ma bosse, mais en étant déviée vers la droite. Et donc, en fait, l'eau, elle va s'enrouler comme ça fait ce qu'on appelle un gyre, un grand tourbillon. Donc ça s'explique très bien en comprenant qu'aux endroits où j'ai des bosses, j'ai de l'eau qui va finalement de la bosse vers l'extérieur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre quand on est dans l'hémisphère nord. Donc, il y a formation de gyres. Alors, les gyres, on peut les matérialiser. Sur cette carte, par exemple, donc à cet endroit-là, j'ai ma haute pression. J'ai donc des vents qui sont en train de faire comme ceci, de s'enrouler. On les voit. Là, on voit les alizés ici. Là, on voit les vents d'ouest. Et l'eau, l'eau, elle est en direction donc, de cette grosse bosse et elle est en train de tourner. Le gyre nord-atlantique dans cet exemple ou le gyre sud-atlantique dans cet exemple ici. Alors, quand je vais zoomer un petit peu là, je peux voir qu'effectivement, donc j'ai de l'eau qui tourne et j'ai de l'eau qui remonte, l'eau qui est chaude qui remonte. Ça s'appelle le courant du Gulf Stream, celui qui est représenté ici. Là, je le vois. Là, je vois du chaud. Là, les couleurs, c'est la température de l'eau. Là, c'est la température de l'eau qui est chaude. Là, c'est la température de l'eau qui est froide. Et là, j'ai de l'eau qui remonte comme ceci. C'est ma grosse branche ascendante du Gulf Stream qui correspond donc au gyre nord-atlantique. Et sachant que, dans le détail, j'ai plein de petits tourbillons que là, je peux représenter en noir comme ceci. Donc les grands gyres que l'on vient de mettre en évidence participent au transfert d'énergie thermique entre les régions. Et ils sont aussi responsables, ça c'est bien connu aussi dans les actualités, des responsables de la formation des continents plastiques. Que l'on voit par exemple ici. Donc ici, effectivement, s'il y a du plastique sur l'eau, et le plastique il est emmené au niveau de la bosse, et il peut s'accumuler, faire un continent de plastique. Pareil au niveau des autres gyres représentés ici. Alors à ce stade, on parle beaucoup d'enroulement, que ce soit au niveau des vents, que ce soit au niveau de l'eau. Alors c'est peut-être un petit peu difficile à retenir. Moi, comment je fais pour retenir? Je me base sur ce que je sais depuis que je suis tout petit, à savoir qu'en regardant la météo, on me parle toujours de l'anticyclone des Açores. Les Açores, c'est ici. Donc l'anticyclone, c'est une haute pression. Je sais depuis que je suis tout petit qu'il pleut tout le temps, j'abuse un petit peu, en Bretagne et au Royaume-Uni. J'ai donc une basse pression, et donc j'ai des vents. Et puis, je sais que les vents, ils viennent de l'ouest. Tout le temps, les perturbations, elles sont amenées par l'ouest. Donc, j'ai des vents qui vont des hautes pressions vers les basses pressions, comme ceci. Donc, les vents, ils tournent comme ça, ils partent, et puis là, ils peuvent s'enrouler un petit peu autour des basses pressions. Ceci entraîne, par couplage, grâce à ce qu'on vient de voir à l'instant, formation d'une bosse responsable du gyre atlantique nord, qui tourne dans le même sens. Et ça, comment je le sais? Parce qu'aussi, je sais depuis pas mal de temps qu'il y a un grand courant qui s'appelle le Gulf Stream qui part d'ici, qui est chaud. Ça emmène de la chaleur en direction de ce qui est là. C'est pour ça que le climat qui est ici, il est chaud par rapport au même climat, si je vais prendre côté Canada, côté ouest, qui est vers Vancouver, qui est bien, bien plus froid, quoi. Donc tout est assez logique finalement, d'après ce que je connais en écoutant la météo ou mes cours de géographie, tout est logique avec ce qu'on vient de voir à l'instant concernant l'enroulement des vents et l'enroulement aussi donc de l'eau qui tourne. Petite remarque importante, les vents de surface que l'on est en train de voir en ce moment, en déplaçant les masses d'eau, en faisant des bosses et des creux, vont aussi indirectement être à l'origine d'enfoncement vertical de l'eau, des downwelling, ou de remontée de l'eau, des upwelling. Alors pourquoi c'est comme ça? Effectivement, là on comprend que l'eau étant attirée, étant mise en direction d'ici, donc ça nous fait une bosse, et donc cette accumulation d'eau, elle va s'échapper, alors on l'a dit, en faisant des gyres, comme ceci, elle va aussi s'échapper vers le bas, en faisant donc un enfoncement vertical, downwelling et upwelling. Alors ces upwelling et ces downwelling, on les avait déjà abordés quand on avait fait la cellule de Walker tout à l'heure. Alors je vous rappelle vite fait, donc nous avons des alizés qui soufflent, ici, au niveau de l'hémisphère nord, donc l'eau elle est entraînée en étant décalée vers la droite, d'où la flèche qui est représentée ici, ça c'est l'eau qui se déplace. Les alizés c'est le vent. Là ils poussent l'eau, on est hémisphère sud, donc décalée vers la gauche, d'où cette flèche. Bon bref, l'eau qui est ici, elle est poussée là-bas. Elle est poussée donc de l'Amérique du Sud vers l'Australie. En étant poussée, on obtient donc
une variation d'à peu près 40 cm, c'est marqué là, moins 20, plus 20, 40 cm en moyenne, donc d'écart de topographie. Donc l'eau, elle est acculée ici, et elle va finalement s'enfoncer, créer un downwelling, et à cet endroit, elle va remonter. En remontant, l'eau, elle est froide, celle qui remonte ici, elle amène donc du froid ici, et elle amène aussi plein de nutriments qui étaient au fond, qui sont remontés. Et du coup, à cet endroit-là, il y a explosion de la biomasse, des algues photosynthétiques, et donc des êtres vivants qui se nourrissent de ces algues, et donc des êtres vivants qui se nourrissent de ces êtres vivants, etc., et notamment des poissons. Donc ça entraîne ici finalement beaucoup de poissons pour les pêcheurs qui sont dans cette région. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'océan. Et nous, on avait dit que effectivement, c'était intéressant tout à l'heure, parce qu'en plus, ça expliquait les fortes pluies ici. Puisque l'eau qui est froide ici, elle se réchauffe tout du long, et puis l'air se charge d'eau par l'évaporation, c'est marqué là. D'où ici ensuite ascension et la cellule de Walker. Alors, ce cas m'intéresse aussi parce que dans des cas, ça c'est le cas normal, mais dans le cas qu'on appelle le cas El Niño, ce qu'on constate, sans savoir vraiment pourquoi ça se fait, mais c'est un constat, c'est que les alizés vont faiblir. Et les alizés, en faiblissant, ils ne peuvent plus finalement emmener toute cette eau qui est ici. Et donc vous imaginez, vous soufflez avec un sèche-cheveux, vous emmenez de l'eau ici, vous arrêtez le sèche-cheveux, et l'eau elle va finalement, hop, l'eau qui est chaude ici, elle va retomber ici. Et donc ce qu'on constate effectivement, c'est que dans le cas normal, l'eau est froide, l'eau est chaude, chaude, et donc grande remontée upwelling ici. Et quand on arrête tout ça, quand les alizés ils faiblissent, en fait l'eau qui est chaude, elle va revenir plutôt au centre, on la voit ici, avec un déplacement de l'eau selon ses flèches. Les upwelling, ils arrêtent, le système s'arrête, on peut dire ça en quelque sorte. Et ça entraîne plein de conséquences. La première conséquence, c'est que les pluies ne vont plus se former au niveau de l'Australie, d'où les grandes sécheresses typiques au niveau de l'Australie concernant quand il y a les épisodes El Niño. Et puis, autre conséquence, l'absence d'upwelling. Maintenant, donc, il y a moins d'upwelling. Et du coup, la chaîne trophique qui est ici, elle va un petit peu s'effondrer. Et donc, il y a bien moins de poissons dans cette région-là lors des épisodes El Niño. Nous venons d'aborder la circulation de surface. Il nous reste à aborder ce qu'on appelle la circulation générale. Alors, cette circulation générale, par rapport à ce qu'on a vu avant, elle affecte un bien plus grand volume. Par contre, on va voir que sa vitesse, elle est plus faible. Alors, comment fait-on pour étudier cette circulation océanique générale, qu'on appelle circulation méridienne de retournement? Alors, il y a plusieurs méthodes d'étude. L'idée générale, c'est que les masses d'eau, quand elles vont se déplacer donc en profondeur, leurs caractéristiques vont être conservées. Alors, c'est quoi leurs caractéristiques? Ça peut être par exemple leur température, ça peut être par exemple leur salinité, ça peut être par exemple leur teneur en un élément X. Par exemple, si je prends le tritium, qui s'est accumulé dans l'atmosphère dans les années 50-60 du fait des essais atomiques, le tritium donc, peut s'accumuler à un endroit, ça c'était en 1972, et quand on attend 1982, on se rend compte que le tritium qui était abondant ici, maintenant il est abondant ici. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette masse d'eau qui avait du tritium ici, en fait, elle est tombée à cet endroit-là. Et donc là, je peux mettre en évidence finalement une plongée des eaux au niveau de la mer de Norvège, dont on reparlera tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'on suit quelque chose. Ça se base sur la faible diffusion des éléments dans l'ensemble de l'océan. Comme autre marqueur classique utilisé, il y a la salinité. Alors effectivement, quand je fais une coupe au niveau de l'océan Atlantique ici, je peux regarder donc la salinité des différents endroits. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici que j'ai une grande salinité en surface qui se retrouve là, comme si l'eau qui était là, elle avait plongé ici. Et ensuite là, je vois que là j'ai une plus grande salinité que ici et que ici, comme si l'eau qui était là, elle était venue là en fait. Donc ça me matérialise effectivement une plongée des eaux. Alors là, je suis au niveau de la Méditerranée à cet endroit-là où j'ai fait ma coupe. Et donc là, j'arrive à matérialiser ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vois que là, la salinité ici, elle est très faible ici par rapport à là, par rapport à là. Cette salinité très faible, elle est comme ici. Donc là, ça me matérialise en fait une plongée d'eau, qu'on appelle les eaux antarctiques intermédiaires, qui plongent à cet endroit-là. Donc ça, c'est de la méthodologie où je suis un marqueur en fait. Je peux aussi suivre le carbone 14. Alors lui, il a aussi un autre intérêt, c'est qu'il permet de faire des datations. Ce cas est intéressant parce qu'il nous permet de réviser ce qu'on avait vu dans le cours G3 sur la datation. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le CO2 qui est dans l'atmosphère est en équilibre avec le CO2 qui est dans l'océan au niveau du moins de la surface. Donc la quantité de carbone 14 par rapport au C12, ici et ici, c'est la même. Là, il y a un équilibre qui se fait. Quand cette eau qui est ici, elle va commencer à plonger, elle ne sera plus en équilibre avec l'atmosphère. C'est-à-dire que le système il devient clos en quelque sorte et que, en plongeant,
le carbone 14 va se désintégrer, il y en aura de moins en moins, il ne sera pas renouvelé puisqu'il n'est plus à cet endroit-là, hein, et donc sa quantité en C14 va diminuer de plus en plus. C'est exactement comme dans le cours G3, quand on avait par exemple un bout de bois qui a l'équilibre avec le CO2, ce bout de bois qui vit, hein, enfin c'est un arbre quoi, et quand l'arbre il meurt, eh ben, le système devient clos, on dit, hein, et le C14 devient de plus en plus petit. L'âge de mon bout de bois ou l'âge de ma masse d'eau s'obtient par cette équation du cours G3. Et donc, nous, on peut, en mesurant à différents endroits en profondeur la teneur en carbone 14 qu'il y a en ce moment, par rapport à celle qu'il y avait à l'époque, et on peut en déduire l'âge, quoi. Et donc là, on voit par exemple que les masses d'eau en profondeur, là, elles ont 100 ans, là 200, 300, 400, 500. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Là, ça me matérialise un flux approximatif des eaux profondes. Donc les eaux, elles plongent ici dans la mer de Norvège, on l'a vu tout à l'heure, et puis ensuite elles se déplacent comme ça, et elles vont ici ou elles vont ici. Donc là, je mets en évidence un flux approximatif des eaux profondes. Grâce à ces différentes méthodes, on peut proposer une carte qui décrit la circulation océanique générale. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'au niveau du pôle Nord, un petit peu pôle Sud aussi, mais nous on a vu la mer de Norvège, au niveau du pôle Nord, donc, il y a des eaux qui vont plonger en fait. Puis ensuite, ces eaux froides, elles vont, on l'a vu avec le carbone 14 à l'instant, donc parcourir le fond des océans et remonter à des endroits qui sont assez mal définis. C'est les endroits qui sont en vert ici. Et ça va être à l'origine en retour d'une circulation de surface qui est là et qui va compenser finalement. Donc si là l'eau elle plonge, effectivement il y a de l'eau en surface qui arrive et qui vient remplacer l'eau qui a plongé, quoi. Donc ça c'est ce que j'observe avec ma méthode. Alors la question qu'on veut se poser maintenant, c'est quelles sont les causes de cette circulation. Pourquoi par exemple ici il y a des zones de grande plongée? Alors l'explication, l'initiation de cette circulation, c'est la plongée aux hautes latitudes. Et pourquoi l'eau elle plonge ici? Parce que l'eau elle devient dense. Alors pourquoi l'eau devient dense à cet endroit et à cet endroit? L'explication elle est assez simple, c'est qu'il y a deux paramètres qui vont entrer en jeu. Il y a déjà la température, puisqu'au niveau des pôles, la température est froide. Ça signifie que l'eau elle est froide et que l'eau qui devient froide, sa densité augmente et le temps à plonger. Et en plus, au niveau des pôles, il y a prise des glaces. Et quand l'eau devient glace, en fait, c'est de l'eau non salée qui devient glace. La glace, c'est de l'eau qui n'est pas salée. Donc, l'eau qui reste devient plus riche en sel. Elle devient plus salée finalement. Sa concentration en sel augmentant, sa densité augmente. Donc, au niveau des pôles, la densité des eaux augmente en fait. Et ça explique tout à fait pourquoi il y a plongée. C'est ce que j'ai représenté ici, l'effet température et l'effet salinité. Au niveau de l'équateur, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Au niveau de l'équateur, effectivement, la température est élevée, donc la densité est faible. Au niveau de l'équateur, il pleut beaucoup. La pluie, c'est de l'eau qui n'est pas salée. Du coup, ça va diluer en fait la salinité de l'eau. Du coup, la densité va être faible. Et donc, l'eau ne tend pas du tout à plonger au niveau de l'équateur. Alors, une fois que l'eau elle a plongé ici, effectivement, en retour, il y a des courants de surface qui viennent en fait compenser. L'eau, elle part ici, donc là, il y a de l'eau qui arrive et qui vient compenser ceci. Ça ressemble pas mal d'ailleurs à ce qu'on a vu dans le cours G2 quand on faisait la subduction, quand on faisait la convection mantélique. On avait dit que la convection dans le manteau, elle était initiée par des zones de plongée, la subduction, le moteur étant aussi une augmentation de la densité de la lithosphère, et ça s'entraînait passivement certaines ouvertures pour remplacer un petit peu en quelque sorte, notamment au niveau des dorsales. Donc c'est un petit peu analogue avec ce qu'on a pu voir dans les cours de géodynamique interne. Alors cette circulation dont on parle, on l'appelle la circulation méridienne de retournement. Son ancien nom qu'on utilise encore, c'est le terme de circulation thermo-haline. Alors il y avait un intérêt d'utiliser ce terme, c'est qu'il matérialisait finalement les deux paramètres importants, thermo-haline, donc thermo la température, haline le sel, la salinité, donc les deux paramètres importants qui expliquent pourquoi les eaux elles plongent en fait, qui sont à l'origine de cette grande circulation. Alors petite remarque, c'est ce que j'ai voulu représenter ici, c'est que là donc je parle de cette grande circulation, tout à l'heure on a parlé de la circulation de surface, il faut comprendre que parfois certains courants de surface font partie des branches superficielles de cette circulation méridienne. Par exemple, là, ces eaux chaudes de surface qui viennent ici, qui font partie de la grosse boucle de la circulation méridienne, ça c'est quoi? C'est le courant du Gulf Stream, qui correspond à ce qu'on a pu voir ici. Et ce lien, il est d'ailleurs mis en évidence par les mesures actuelles, puisque depuis 30 ans, on observe en fait une baisse de cette descente au niveau de la mer de Norvège, parce que les eaux sont moins froides du fait du réchauffement climatique en fait. Il y a la fonte des glaces, du coup il y a diminution de la salinité, donc de la densité, et ça c'est corrélé avec le fait que justement,
comme ça va un petit peu moins bien, et ben l'eau ici, elle circule un petit peu moins vite en fait. Le Gulf Stream, il ralentit en fait. D'où d'ailleurs certains modèles qui prévoient des baisses de température dans cette zone-là suite au réchauffement climatique, ce qui semble assez incohérent, mais en fait non, parce que justement c'est en étudiant tout ce système-là qu'on peut comprendre que du fait du réchauffement climatique, là ça plonge moins, comme ça plonge moins, ben, les eaux ici elles viennent moins remplacer, du coup le Gulf Stream il vient moins réchauffer les côtes qui sont ici. Pour finir, je voudrais faire une toute petite remarque sur le fait que, comme d'habitude, on simplifie ici parce qu'on est dans une première approche et que ce qu'on dit est simplifié. Dans le détail, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, on a l'impression que c'est simple. L'eau, elle plonge, elle se déplace comme ça, et puis là, elle vient en surface. Et quand je regarde dans le détail, je me rends compte que j'ai plusieurs zones où de l'eau va un petit peu vers la gauche ou vers la droite. Donc ici, vers le haut ou vers le bas. Donc par exemple, l'eau qui plonge ici ou l'eau qui plonge ici, j'arrive à la matérialiser sur ce schéma. Elle est ici et ici, sachant que celle qui plonge là, elle passe en dessous de celle qui arrive ici. En surface, donc mon trait, c'est de l'eau qui est en train de remonter vers le nord. C'est celle qui est ici. Mais j'ai aussi des petites plongées là qui passent dessous. Et ici, j'ai des petites courants océaniques. Donc dans le détail, c'est un petit peu plus complexe. C'est juste ce que je voulais rajouter ici. On peut ici proposer un bilan sur la circulation océanique, notamment en focalisant sur ses causes et ses conséquences énergétiques. Donc première chose à dire, c'est qu'il y a deux types de circulation océanique. La circulation de surface et la circulation méridienne de retournement. Alors la circulation de surface, elle s'explique par les vents, qui par couplage mécanique entraînent cette circulation, sachant que la force de Coriolis, elle impacte, et que la position des continents aussi, bien sûr, elle impacte, en arrêtant l'eau, par exemple, quand il y a un continent. J'ai rappelé ici que les vents étaient dus à l'inégale répartition de l'énergie solaire et à la force de Coriolis. Cette circulation océanique de surface, elle peut donc entraîner la formation de bosses ou de creux, comme on a vu. Elle est responsable de la formation de gyres ou de tourbillons à plus petite échelle, qui s'enroulent dans ce sens-là dans l'hémisphère nord. Et elle est responsable, éventuellement, on a vu ça avec la cellule de Walker, en dessus, à donc une accumulation d'eau qui entraîne des downwelling et à d'autres endroits des upwelling. La deuxième type de circulation, c'est la circulation méridienne de retournement. Alors cette circulation méridienne de retournement, elle est due aux différences de température et de salinité, qui font que ça va plonger au niveau du pôle nord, par exemple, au niveau de la mer de Norvège. La position des continents est aussi importante, puisque l'eau, elle peut passer qu'aux endroits où, justement, il n'y a pas de continent. Donc cette circulation méridienne de retournement, cette circulation océanique de surface, les conséquences, c'est ce qu'on avait vu donc précédemment dans le grand A du grand 2, ça entraîne une redistribution de la chaleur sur la Terre. Par exemple, l'eau chaude qui est ici, elle peut restituer à l'atmosphère par conduction ou par évaporation de l'énergie thermique. Et l'eau ensuite, elle peut plonger. Et puis à certains endroits où elle remonte, elle est froide, elle peut prendre de l'énergie à cet endroit-là de l'atmosphère par conduction. En redistribuant toute cette chaleur, elle permet de limiter les écarts de température entre les pôles et l'équateur qui seraient bien plus forts s'il n'y avait pas cette circulation. À ce stade, on peut proposer un bilan concernant les circulations atmosphériques et océaniques. Alors, pour expliquer tout ça, il faut partir du début, à savoir l'énergie solaire. L'énergie solaire, tout vient de là, et elle est inégalement distribuée sur Terre. L'équateur reçoit beaucoup d'énergie par rapport au niveau des pôles. Et ceci va entraîner donc des circulations atmosphériques et océaniques qui vont permettre finalement de répartir de l'équateur vers les pôles cette énergie et donc qui vont permettre de pouvoir lisser la température sur l'ensemble du globe. Alors si je regarde les circulations atmosphériques, cette inégale répartition de l'énergie solaire va entraîner la formation de cellules de convection avec des hautes pressions et des basses pressions. Du fait de la rotation de la Terre et de la force de Coriolis, vont se mettre en place 3 cellules de convection par hémisphère. Les vents vont aller des hautes pressions vers les basses pressions, par exemple de là vers ici, en étant décalés vers la droite ou décalés vers la gauche selon l'hémisphère considéré. Autre chose indiquée ici, la position des continents a aussi un impact, puisque les continents n'ayant pas la même inertie thermique que les océans, finalement ils vont pouvoir chauffer plus vite ou se refroidir plus vite que l'eau, et donc ça va influencer effectivement la position des hautes pressions, les endroits où l'air descend, et des basses pressions, les endroits où l'air monte. Concernant ce qui se passe au niveau de la circulation océanique, donc là on a distingué deux cas, on a distingué la circulation de surface, où là elle est tout à fait couplée au vent, sachant que la force de Coriolis fait ce qu'on appelle le transport d'Ekman, et qu'au niveau donc des endroits où l'eau va s'accumuler, il va y avoir des bosses, et ça va entraîner la formation de gyres
qui vont dans ce sens dans l'hémisphère nord, dans ce sens dans l'hémisphère sud. Les continents ayant eux aussi un rôle important, puisque bien sûr l'eau qui se déplace, quand elle est bloquée par le continent, elle n'a pas d'autre choix que de suivre la côte, quoi. Et enfin, cette inégale répartition de l'énergie solaire va provoquer des plongées d'eau, à cet endroit-là notamment, qui est le moteur finalement qui initie cette grande circulation profonde, méridienne de retournement, que l'on peut voir ici, qui affecte l'ensemble de la masse d'eau des différents océans. Par rapport à ce qui est demandé dans le programme de BCPST, on peut dans cette conclusion faire une ouverture sur les climats, et notamment les différentes zones climatiques. Alors, le climat d'une région, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est défini essentiellement par la température et la pluviométrie, ce qui permet d'identifier plusieurs zones climatiques. La température est ici, la pluviométrie est ici. Et on a plein de zones différentes selon où on est sur Terre. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut relier la distribution des températures et de la pluviométrie, bref, les zones climatiques, aux différents végétaux présents dans cette zone-là. Effectivement, les végétaux, ce sont de très bons indicateurs des zones climatiques, car leur développement dépend justement des précipitations et des températures. Alors avant de continuer, je vais définir ce qu'on appelle un biome. Un biome, par exemple le biome situé dans la France ici, c'est l'ensemble des écosystèmes d'une région caractérisée par un climat donné, une certaine température, une certaine pluviométrie, et la végétation prédominante associée. Là, on a plein de végétaux possibles, on a plein d'écosystèmes possibles. Par contre, la végétation prédominante, la végétation qu'on appellera climatique de cette zone-là, voir le cours sur les écosystèmes, c'est la forêt de chênes, c'est la forêt de hêtres. C'est ce qu'on appelle la forêt caducifoliée tempérée. Bref, la température et la pluviométrie qui règnent dans cette zone, qui est en gros entre 5 et 20 degrés, en gros entre 100 et 200 cm annuels, c'est corrélé à la présence de la forêt tempérée caducifoliée, qui donne le nom au biome considéré en question. Ce que je viens de faire ici marche pour toute la carte qui est représentée. Par exemple, dans cette zone ici, caractérisée par une très faible température et une très faible pluviométrie, là on est au niveau de la haute pression des pôles, donc l'air descend, donc il n'y a pas de précipitation, et ça c'est associé à une végétation particulière, climatique, qui a un nom qui s'appelle la toundra. En gros, c'est une strate végétale assez basse, unique, de graminées, de lichens et de mousses. Et je peux faire ça pour l'ensemble des zones climatiques. Corréler les zones climatiques avec les grands biomes représentés par la végétation, dont les termes sont indiqués ici à droite. Finalement, dans cette ouverture sur les climats, on peut, pour finir, expliciter les différents facteurs qui déterminent le climat d'une région. Alors ces facteurs, il y en a plusieurs. Le plus important, le facteur primordial, c'est la latitude. Effectivement, on a vu que l'énergie solaire était excédentaire au niveau de l'équateur, déficitaire au niveau des pôles, et donc ça entraînait donc tout ce qu'on a raconté, et ça explique les températures, ça explique qu'il y a des endroits où il pleut, des endroits où il ne pleut pas, et donc ça explique tout à fait les différentes zones climatiques qui se distribuent selon les latitudes. Autre facteur très important, ce sont les circulations atmosphériques et océaniques, qui d'ailleurs sont gouvernées au passage par l'inégale répartition de l'énergie solaire, notamment. Par exemple, on peut citer le Gulf Stream, qui amène du chaud en Europe de l'Ouest. On peut citer par exemple les basses pressions sur l'Europe, qui entraînent des pluies, ou les hautes pressions sur les tropiques, qui entraînent plutôt une sécheresse. Ça, c'est des choses qu'on a abordées pas mal dans ce cours. Autre chose qui importe sur le climat, c'est l'altitude. Par exemple, quand je compare le climat qu'il y a à Angers ou le climat qu'il y a dans les Alpes, je me rends compte que ce n'est pas la même chose. Et l'explication, notamment, c'est que l'altitude est bien plus élevée dans les Alpes et qu'à 2000 mètres, il fait bien plus froid, par exemple, qu'à Angers. La proximité de l'eau est aussi quelque chose qui est important. Alors ça, on l'avait vu plusieurs fois, y compris dans les cours de biologie. Ça, c'est un schéma de l'ancien cours de biologie. L'inertie thermique de l'eau fait que, effectivement, les régions côtières vont plutôt, l'été par exemple, être fraîches. Par rapport, là je suis au niveau de Los Angeles, donc c'est frais l'été, et plus je vais vers la direction vallée de la mort, plus les températures deviennent très fortes. Ça, c'est l'inertie thermique. Et ça nous explique pourquoi, par exemple, à Brest, il fait plutôt chaud l'hiver et plutôt froid l'été par rapport à Strasbourg. Et enfin, je vais rajouter ici la proximité de barrières orogéniques qui influencent le climat. Effectivement, nous avons pu aborder ceci avec l'épisode de la mousson, où il y a de fortes pluies dues à la barrière orogénique de l'Himalaya. On peut voir à notre échelle française exactement le même principe, même si c'est bien moins
forts qu'une mousson indienne, c'est les épisodes cévenols par exemple, ou méditerranéens. Alors qu'est-ce qui se passe à la fin de l'été? Eh ben, on a un petit peu la même chose que ce qui se passe lors de la mousson, c'est qu'on a de l'air qui est chaud et humide qui est poussé en direction du continent, du fait des montagnes qui sont les Cévennes et qui sont les Préalpicies, cet air va monter, 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 et en montant, cet air, il va refroidir, et du coup, cet air qui est très humide va du coup condenser son eau, d'où les fortes précipitations qui sont responsables des inondations de ces épisodes qu'on connaît bien en fin d'été en France.